Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer cette audition. J'espère que tout le monde a passé une bonne nuit après une soirée un peu agitée hier. Et donc, sans transition, je vous propose de passer à l'audition du jour. La semaine dernière, nous avons eu plusieurs auditions concernant les enjeux de notre présence militaire en Afrique, avec notamment une audition commune avec la Commission des Affaires étrangères d'Hubert Védrine. Et ce matin, je vous propose, conformément aux décisions du Bureau, de nous intéresser aux stratégies de nos compétiteurs en Afrique, essentiellement donc la Russie, la Chine ou encore la Turquie, qui, comme vous le savez, y étendent leur influence. Ces stratégies sont multiples, sont bien entendu diplomatiques, mais également sécuritaires, comme le démontre le rôle joué par le groupe de mercenaires russes Wagner, la présence chinoise à Djibouti ou l'activisme turc en Libye, au travers, par exemple, d'exportations d'armes. Typiquement, on pense aux drones TB2 turcs. Ces stratégies, au-delà d'être diplomatiques, sécuritaires, elles sont également économiques et alimentaires. On peut penser à la prédation chinoise sur les ressources naturelles en contrepartie de prêts à faible conditionnalité, ou encore à l'instrumentalisation russe des enjeux d'exportation des céréales ukrainiennes vers l'Afrique, où on pourrait également en parler de l'étude récente qui relève que l'or extrait par Wagner en Afrique aurait rapporté au Kremlin jusqu'à 2,5 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui est malheureusement la preuve du bon fonctionnement du néocolonialisme russe. Les stratégies mises en œuvre par ces compétiteurs sont enfin informationnelles. Elles visent à modeler les opinions en Afrique comme en Europe par l'instrumentalisation des réseaux sociaux et de médias pour imposer leur vision du monde, trop souvent aux intérêts de la vérité et au détriment également de nos intérêts. Pour nous aider à mieux comprendre la réalité de ces influences, les stratégies mises en place ainsi que les États africains les plus concernés, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 chercheurs que je remercie pour leur présence et leur disponibilité. Monsieur Maxime Audinet, qui est à ma droite, donc vous êtes chercheur à l'IRSEM, que l'on ne présente plus, dans les domaines de stratégie d'influence et des études russes post-soviétiques. Vous nous parlerez, je pense, du rôle de la Russie, notamment en Afrique. À votre droite, monsieur Paul Charon, qui est également chercheur à l'IRSEM, et plus précisément directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence. Vous êtes un spécialiste de la Chine, et nous comptons sur vous pour nous expliquer les opérations d'influence chinoise en Afrique. D'ailleurs, l'IRSEM avait eu un ouvrage remarqué à ce sujet-là, au niveau des influences chinoises au niveau plus large, au niveau plus mondial. Et enfin, Jonathan Guiffard. Jonathan Guiffard, vous êtes chercheur à l'Institut Montaigne et travaillez notamment sur la Turquie. Nous serions heureux de vous entendre sur les ressorts de puissance de la Turquie en Afrique et sur les différents relais d'influence sur lesquels elle s'appuie pour relayer sa politique. Messieurs, je vous laisse la parole. Peut-être on peut commencer par Maxime Audinet sur la Russie. Très bien, merci Monsieur le Président, merci pour votre invitation. Mesdames et Messieurs les députés, je vais vous parler justement de la présence de la Russie en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, sur laquelle j'ai travaillé depuis à peu près 2 ans, avec une approche qui est essentiellement empirique, puisqu'en fait je me suis intéressé vraiment au dispositif de pratiques et d'acteurs mis en place par la Russie dans cette région, parallèlement à des recherches que j'avais menées antérieurement sur cette présence et ce dispositif russe tel qu'il est fabriqué en Russie. Donc ça m'intéressait de voir comment il y était déployé. Alors quelques éléments peut-être ou idées principales sur cette présence et influence russe en Afrique. D'abord pour vous rappeler que le réengagement de la Russie en Afrique, il date de la fin des années 2000. Il a très longtemps été dominé par la coopération de défense et la vente d'armement, qui est toujours un marché essentiel pour la Russie. Mais on observe depuis le sommet Russie-Afrique de Sotchi d'octobre 2019 un nouveau positionnement, justement, qui est celui d'une affirmation de la Russie comme un prestataire de sécurité et un protecteur des souverainetés africaines, je vais y revenir, ainsi qu'un partenaire économique qui serait
je dirais, fiable et non conditionnel, même si, pour le coup, on observe que les volumes d'échanges entre la Russie et l'Afrique n'ont pas considérablement augmenté ces dernières années, même si voilà, la Russie reste, disons, à peu près au niveau des pays européens pris individuellement en matière d'échange, même si ce n'est pas du tout les mêmes marchés. Autre élément évidemment essentiel, c'est le déploiement progressif du groupe Wagner depuis 2018 dans un certain nombre de pays de la région. Et puis, bien entendu, la conflictualité informationnelle considérablement accrue qui a eu lieu parallèlement justement au déploiement de Wagner et au retrait de la présence française dans la région, qui est en soi un élément intéressant pour analyser justement ce qu'on appelle les luttes informationnelles. Et puis enfin, toujours dans le même ordre d'idées, on observe depuis la mort d'Yevgeny Prigojine, donc le fondateur du groupe Wagner, donc mort à la fin du mois d'août après quelques semaines, disons, de suspension à la suite de sa rébellion avortée contre l'état-major des armées russes, eh bien, on observe justement une restructuration de ce que j'avais appelé dans mes travaux la bicéphalie de la présence russe en Afrique. Bicéphale parce qu'elle a un seul corps, mais une face étatique et une face non étatique qui était justement incarnée par Wagner, mais dont on sait qu'elle était très fortement soutenue par l'État russe. Et aujourd'hui, et je crois que par exemple des pays comme le Burkina Faso sont un excellent exemple pour observer ces mutations, on voit qu'on n'est pas revenu à une forme de monocéphalie, mais en tout cas, on voit des arbitrages très forts pour une tentative par le ministère de la Défense et les services, notamment le GRU, mais aussi le SVR, de reprendre le contrôle sur cet héritage justement de Wagner en Afrique subsaharienne. Un autre élément aussi essentiel dont je voulais parler, puisqu'il concerne directement la critique de la présence française, c'est l'actualisation et l'affirmation d'un véritable récit stratégique qui est celui de la lutte contre le néocolonialisme. C'est essentiel parce que la Russie, en fait, actualise par là, évidemment, le récit qui avait été déployé et la posture qui était celle de l'Union soviétique en Afrique subsaharienne dans les années 50 et 60. Donc c'est évidemment un récit à la fois très simple, mais qui résonne énormément auprès des sociétés africaines et qui connaît dans le même temps une véritable explosion dans le discours politique russe, puisque on voit que si on prend par exemple uniquement les discours de Vladimir Poutine, que Poutine a employé le champ lexical du colonialisme 2 fois plus depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine qu'il ne l'a employé durant la totalité du reste de sa présidence entre 2000 et 2022. De la même manière, au sein du Parlement russe, notamment de la Douma, il y a toute une série de débats parlementaires sur cette question de l'anticolonialisme, si bien qu'on observe vraiment une restructuration dans le discours politique russe de la critique anti-occidentale et notamment de la critique de la présence française en Afrique à partir de ce récit anticolonial qui est vraiment, je crois, une espèce de vague qui est déjà bien présente, mais qui va continuer de percer et d'être mobilisée dans le discours russe. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, elle permet à la Russie aussi de légitimer sa position vis-à-vis de ce qu'on appelle parfois improprement le Sud global, mais en tout cas un certain nombre d'États qui se rejoignent en tout cas sur ce récit d'un interventionnisme délétère occidental. Donc, et oui, et je précise évidemment voilà, que c'est un récit qui est d'autant plus efficace qu'il n'est pas à l'origine pensé et surtout je dirais diffusé par la présence russe, puisque c'est un récit qui préexiste, qui est déjà très présent au sein des sociétés africaines, qui est mobilisé par des acteurs politiques, des activistes, et que la Russie cherche à aiguillonner, à amplifier de la même manière qu'elle a pu le faire auparavant et qu'elle cherche d'ailleurs toujours à le faire vis-à-vis de certains mouvements populistes, notamment d'extrême droite en Europe. Par ailleurs, et là j'en viens à cette dimension plus empirique, l'Afrique, notamment subsaharienne, est vraiment un espace qui est très pertinent pour étudier justement l'éventail des pratiques d'influence et de lutte informationnelle de la Russie, puisqu'en fait, l'ensemble de l'écosystème des acteurs qui mobilisent ces pratiques, que ce soit la diplomatie publique, la désinformation, les manipulations de l'information, eh bien, l'ensemble de ce dispositif est déployé dans la région, et notamment dans des pays comme le Mali, la République centrafricaine et le Burkina, qui sont justement aussi ces espaces de recomposition de la présence russe.
Alors, il y a 3 types d'acteurs que je vais égrener, puis après je m'arrête là. Vous avez d'abord les acteurs étatiques russes qui aujourd'hui deviennent de plus en plus dominants, avec d'abord des instruments médiatiques transnationaux, RT et Sputnik, qu'on a bien connus en France et qui ont été, vous le savez, suspendus par l'Union européenne, au sein de l'Union européenne à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, mais qui, contrairement parfois à une idée reçue que j'entends ici et là, n'ont pas en fait disparu. RT France, qui s'appelle maintenant RT en français, existe toujours, même si c'est relocalisé à Moscou. Et surtout, ce sont des médias qui cherchent de nouveaux marchés pour compenser cette éviction des pays occidentaux, et l'Afrique subsaharienne en fait vraiment partie. On voit que la part des audiences africaines de ces médias augmente très nettement, que les contenus produits sur l'Afrique, sur RT et Sputnik, augmentent aussi de manière absolument considérable. Aujourd'hui, on estime que 30% des contenus qui sont diffusés et produits par la chaîne anglophone de RT concernent l'Afrique. Et c'est tout à fait visible aussi pour Sputnik. Vous avez aussi les acteurs de ce qu'on appelle la diplomatie numérique, c'est-à-dire en fait la manière dont les ambassades de Russie, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense communiquent en ligne pour justement atteindre aussi des audiences étrangères. Et très clairement, la communication numérique des ambassades de Russie en Afrique a vraiment évolué depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, avec des contenus beaucoup plus agressifs et plus importants aussi sur le plan qualitatif et quantitatif. Et puis enfin, vous avez un élément central qui sont les opérations informationnelles des unités du ministère de la Défense russe et puis surtout des services de renseignement, et notamment le GRU, qui, on le voit, peu à peu essaie de reprendre la main justement sur toute la partie des activités informationnelles de Wagner que je vais décrire brièvement maintenant. Donc voilà, la deuxième partie, ce sont ce qu'on appelle, nous, les acteurs, je dirais, non officiels, semi-étatiques, ce que mes collègues Kevin Limonier et Marie-Hélène Laruelle ont appelé les entrepreneurs d'influence, ce que moi j'appelle aussi des acteurs adocratiques, c'est-à-dire qui sont mobilisés de manière ad hoc par l'État russe pour justement intervenir là où l'État ne souhaite pas s'impliquer directement et agir de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible que des acteurs bureaucratiques. C'est évidemment ce qu'on a observé avec le groupe Wagner, avec son modèle à 3 dimensions que vous avez rappelé, qui est donc cette prestation de sécurité et cet entrepreneuriat de violence aussi. Ce sont des acteurs qui mobilisent la violence pour parvenir à leurs fins. Un acteur qui est très présent sur le plan économique, avec évidemment la prédation et l'exploitation de matières premières, et puis toute cette partie informationnelle qui était bien incarnée autour de ce qu'on appelle le projet LARTA, qui est ce projet d'usine à troll mis en place justement par Prigojine, qui était d'abord centralisé à Saint-Pétersbourg, puis ensuite décentralisé, y compris dans un certain nombre de pays africains. L'un des événements les plus marquants de ces agissements, c'est l'affaire de Gossi, du charnier de Gossi, dont vous avez entendu parler, puisqu'il a été débunké et attribué à Wagner par notre ministère des Armées. Et ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est qu'on voit que il y a une espèce de reliquat de cet écosystème d'influence informationnelle mis en place par Wagner en Afrique, puisque des actifs informationnels, par exemple des faux comptes sur X, Telegram, etc., continuent à être actifs, à propager des contenus, y compris de désinformation et hostiles à la présence française. On l'a bien vu au moment de la prise de Kidal, où Wagner a essayé de se servir de cet événement pour en fait revaloriser aussi et relégitimer son rôle dans la région après la mort de Prigojine. Et en même temps, on voit aussi une tentative de recyclage d'un certain nombre d'anciens de Wagner par les structures étatiques du ministère de la Défense ou du GRU, notamment dans le cadre de cette organisation qui s'appelle l'Africa Corps, qui a été mise en place à l'initiative du ministère de la Défense russe et notamment de son vice-ministre Yunusbek Yevkurov, qui est une figure très importante de cette deuxième phase de l'expansion de la présence russe en Afrique subsaharienne et qui fait des tournées dans toutes en Libye et puis dans les pays sahéliens, justement, pour incarner cette nouvelle présence russe. Et enfin, et je termine là, il faut bien se rappeler toujours que une stratégie d'influence n'est efficace que lorsqu'elle s'appuie aussi sur un écosystème beaucoup plus large que les acteurs nationaux
qui en sont à l'origine. C'est ce que Yochai Benkler appelle dans ses travaux la propagande en réseau. Et ça, les Russes l'ont vraiment bien compris, notamment en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces acteurs russes ont cherché vraiment à pénétrer des espaces informationnels et médiatiques locaux, à tisser des liens avec des acteurs locaux de chacun de ces pays qui vont agir pour des raisons lucratives, militantes, idéologiques, parfois les trois ensemble, qui vont agir au service de la présence russe, mais qui ont aussi parfois leur propre agenda. C'est-à-dire que j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas penser cette vision qui serait en fait très néocoloniale comme quelque chose d'extrêmement vertical. Finalement, ces acteurs ont aussi des intérêts ou trouvent un intérêt à coopérer avec des acteurs russes. RT et Sputnik ont par exemple signé 23 accords de coopération avec des médias africains qui sont soit des médias généralistes ou des agences de presse, soit des médias alternatifs ou contre-hégémoniques, qui est vraiment la ligne aussi de RT et Sputnik, et donc qui participent en fait aussi à la diffusion de leur contenu dans les pays africains. Vous avez aussi une forme d'externalisation d'influence qu'on voit bien avec une tentative de s'appuyer sur des leaders d'opinion et des activistes locaux pour justement servir aussi parfois on pourrait dire de blanchisseurs, si vous voulez, des récits russes. Je pense évidemment à la figure la plus connue qui est Kemi Seba, dont on sait qu'il a été financé à hauteur de 400 000 $ par Wagner, qui était à Moscou d'ailleurs ces derniers jours, notamment au MGIMO. Vous avez d'autres entrepreneurs de désinformation, qu'on les appelle aussi, comme Aruna Douamba. Et puis enfin, et je m'arrête là, vous avez des médias qui sont financés par les acteurs russes, et notamment par Wagner. Je pense à Radio Lengo Songo ou le Sin Johnny Sango en République centrafricaine, qui sont toujours actifs aujourd'hui. On savait qu'ils étaient financés par une entreprise de prospection minière liée à Wagner en RCA. Aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir s'il y a eu de nouveaux circuits de financement, mais en tout cas, tout ça pour dire que malgré la mort de Prigojine, on voit que Wagner est toujours présent, que son héritage est conservé en réalité par l'État russe, qui comprend bien qu'il ne peut pas remplacer tout cet écosystème du jour au lendemain et qu'il a intérêt à s'appuyer sur ces actifs-là pour continuer à pérenniser cette influence. Voilà, je m'arrête là. Si vous voulez, on peut rentrer dans le détail, mais merci pour votre attention. Merci pour cette intervention. Je trouve ce qui est particulièrement étonnant, c'est cette capacité à la fois à développer un discours anticolonialiste, alors qu'en même temps, la Russie a un comportement de prédation en Afrique et va même envahir son voisin. Et donc, je pense que cette question du champ informationnel, elle est absolument capitale pour voir comment il peut être utilisé, je veux dire, à l'inverse des comportements des uns et des autres dans le cadre d'une stratégie bien établie. Alors après ce premier propos sur la Russie, je propose de passer la parole à Paul Charon pour nous parler de la Chine. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Je voudrais commencer par dire que ma présentation portera essentiellement sur la stratégie informationnelle de la Chine également. Stratégie informationnelle qui maintenant est assez bien connue dans ses dimensions, disons, mondiales, et puis surtout pour les terrains asiatiques, européens et nord-américains, mais beaucoup moins pour le terrain africain, d'où l'intérêt de se pencher sur cette question. Il faut commencer par rappeler que cette stratégie informationnelle ou stratégie narrative et discursive de la Chine en Afrique s'inscrit d'abord dans une stratégie plus globale, qu'on peut résumer en 3 points. D'abord, l'enjeu, c'est de maintenir l'hégémonie du parti sur le système politique chinois. Ça passe par la lutte contre les 5 poisons, bien évidemment. Donc, les Taïwanais, les Ouïghours, les Tibétains, les dissidents démocrates et les Falun Gong. Et puis, ça passe aussi par la production d'une image positive de la Chine, ce qui a été au cœur des stratégies informationnelles chinoises pendant longtemps. Le deuxième point, c'est la défense de la souveraineté chinoise et notamment de sa souveraineté territoriale, d'où la lutte très rude menée par la Chine pour éliminer tout soutien diplomatique à Taïwan en Afrique. Et enfin, ça passe par l'ambition de façonner un environnement favorable à la Chine. Donc l'ambition de peser sur les normes, les institutions, les standards techniques, mais aussi les idées. Sur le terrain africain plus particulièrement,
L'objectif de la Chine, c'est d'abord de développer une stratégie informationnelle qui favorise la construction, l'établissement, le renforcement des relations sino-africaines, en montrant notamment tout le bénéfice que ces pays peuvent trouver à établir des relations avec Pékin. Et deuxièmement, affaiblir les États-Unis et de manière plus large le modèle démocratique. Donc là, ça passe par la production, cette fois-ci, d'une image négative de l'adversaire et du modèle démocratique d'une manière générale, en montrant notamment tous les effets néfastes de l'interventionnisme américain et plus largement occidental. Alors les enjeux informationnels ont été identifiés depuis longtemps par la Chine. Dès l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, l'année suivante, en 2013, il y a eu une conférence très importante sur la propagande et le travail idéologique qui a identifié le champ informationnel comme un champ de bataille et qui a placé les acteurs du champ informationnel chinois au centre de cette stratégie. Ce qui est assez caractéristique aussi, c'est le sentiment des Chinois d'être encerclés sur le plan informationnel. Et donc d'avoir à lutter contre des acteurs qui, pour l'instant, occupent très largement le terrain et sont bien plus efficaces que les médias chinois. D'où la volonté, dès 2014, de Xi Jinping de construire des médias de rang international. Les modèles sont CNN, Al Jazeera, pour rivaliser avec l'Occident et imposer les récits chinois. Alors le dispositif à l'international, il est bien connu aujourd'hui. Il y a 4 grands médias qui mènent cette lutte informationnelle. Xinhua, donc l'agence de presse, Radio Chine Internationale, CGTN, qui est le versant international de la télé chinoise, CCTV, et le China Daily. Ils produisent 2 types de publications. Des publications publiques, donc des articles, des émissions, des reportages qui visent un certain nombre d'audiences, et des publications internes à destination du parti. Donc ils servent aussi de dispositifs d'information pour le pouvoir chinois. On peut facilement identifier les récits et les motifs argumentatifs récurrents dans cette stratégie informationnelle, avec, de manière très intéressante, une difficulté globalement de la Chine à parler des problèmes locaux. La stratégie informationnelle de la Chine en Afrique reste très centrée sur la Chine elle-même. Donc on produit une image positive de la Chine et on parle de l'action des acteurs chinois en Afrique, mais beaucoup de difficultés à se saisir des problématiques locales, comme le font les Russes par exemple. Donc les récits les plus forts, qui dominent la stratégie chinoise, c'est d'abord l'idée de construire une communauté de destin Chine-Afrique, qui elle-même s'inscrit dans une communauté de destin pour l'humanité. C'est la dénonciation de l'hégémonie américaine. C'est la présentation de la démocratie américaine comme malade, viciée, dysfonctionnelle en interne, belliqueuse à l'extérieur, désireuse de propager des révolutions de couleur partout. C'est l'idée encore de promouvoir un monde multipolaire et de réformer la gouvernance mondiale. Et c'est enfin une tendance à mettre en avant les changements positifs en Afrique, mais en essayant de les lier le plus souvent possible à des actions de la Chine. La Chine serait responsable en quelque sorte des changements positifs qui se produisent en Afrique. Alors, la stratégie informationnelle chinoise, on peut la découper en 4 grandes catégories d'actions. D'abord, une action de propagande qui repose sur l'accroissement de la présence médiatique de la Chine en Afrique, qui passe par plus de moyens, plus de bureaux implantés dans de plus en plus de pays, des productions dans de plus en plus de langues, avec un effort notamment sur le Hausa et le Kiswahili. Une diffusion de contenu dans les médias locaux traditionnels et en ligne, bien évidemment. Ça passe ensuite par la censure, qui prend différentes formes, l'intimidation de journalistes locaux ou occidentaux, des attaques cyber, des campagnes de trolling, pour intimider là aussi, et la prise de contrôle d'un certain nombre d'infrastructures de communication locales.
Ça passe ensuite par les manipulations de l'information. Là, c'est des méthodes assez connues encore, hein, méthodes d'amplification, notamment de campagnes informationnelles chinoises. La production de faux contenus, d'informations manipulées. L'utilisation de faux comptes sur les réseaux sociaux. La mise en œuvre de campagnes coordonnées, on a pu en identifier plusieurs. Et une tendance plus récente, mais de plus en plus forte, de simulation de l'authenticité, notamment en recrutant des relais locaux qui s'expriment dans les médias chinois ou via des comptes qui sont anonymisés ou dont on efface les liens avec les agences chinoises. Ça passe ensuite par l'exportation du modèle chinois, via la formation des journalistes, avec parfois, dans certains pays, près de 80% des journalistes qui ont été formés par la Chine, et un soutien technique aux médias locaux. Alors pour illustrer ça, très rapidement, je voudrais détailler un tout petit peu le cas du Sénégal, qui est le cas le plus intéressant en Afrique francophone. Pas le plus grave en Afrique, le cas là où la pénétration chinoise est la plus forte, c'est vraisemblablement au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Mais en Afrique francophone, c'est au Sénégal. Là, on a un champ informationnel assez intéressant avec finalement des contenus produits par la Chine ou diffusés par la Chine qui mettent en avant les réalisations de la Chine en Afrique ou en Chine. Par exemple, sa capacité à gérer la pandémie de Covid-19 qui est mise en regard du chaos des hôpitaux européens ou nord-américains, avec l'idée bien sûr qu'un régime autoritaire comme celui de la Chine gère beaucoup mieux ce type de crise qu'une démocratie, l'idée étant de démonétiser la démocratie elle-même, les avantages économiques pour le Sénégal d'une coopération avec la Chine, la présentation de la Chine comme une amie de l'Afrique, et puis bien sûr une lutte contre les prétendues violations des droits de l'homme en Chine, notamment au Xinjiang. Ça passe bien sûr par une présence médiatique locale chinoise importante, avec Radio Chine International, mais aussi CGTN et Xinhua qui disposent de correspondants et de bureaux locaux. Une présence aussi de la société de diffusion via satellite d'émissions de télévision Star Times. Radio Chine International dispose de journalistes à la fois chinois et locaux, journalistes sénégalais, mais dont les productions sont contrôlées toujours par Pékin. Une part importante d'ailleurs de la production informationnelle médiatique est directement issue de médias chinois et couvre bien entendu d'abord les activités de la Chine sur le sol africain. Cette stratégie repose aussi sur des accords d'échange de contenu. CNeWeb, par exemple, donc, qui est l'un des principaux sites d'information au Sénégal, mais dans l'ensemble de l'Afrique francophone, a établi un accord d'échange de contenu avec Xinhua en 2017. Et bien que le responsable de CNeWeb a expliqué à plusieurs reprises qu'il continuait de se nourrir via d'autres agences de presse et qu'il était prudent vis-à-vis de l'information venue de Chine. Quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas et que nombre d'informations est directement issu des médias chinois sans dimension critique de la part des journalistes de CNeWeb. CNeWeb a également diffusé de nombreux discours ou articles de l'ambassade de Chine au Sénégal, mettant l'accent sur la coopération sino-africaine, sur les réalisations du FOCAC, par exemple. D'autres accords existent également avec le quotidien Le Soleil et aussi avec l'agence de presse sénégalaise, l'APS. Là aussi, avec de nombreux articles directement repris par ces médias, donc des articles de médias chinois directement repris par les médias sénégalais sans dimension critique. Présence également, alors plus réduite sur les réseaux sociaux au Sénégal. Les médias chinois disposent de comptes sur Twitter, sur Facebook, mais qui sont assez peu actifs pour le moment. Les journalistes sénégalais ont bénéficié de nombreux voyages et programmes de formation en Chine. Pour la seule année 2019, c'est une trentaine de rédacteurs en chef, cadres et médias
de médias, cadres de médias et journalistes de médias sénégalais qui ont pu se rendre en Chine. Le programme a ensuite été interrompu en raison de la pandémie de Covid-19, mais reprend tout doucement. Il y a une présence aussi d'acteurs chinois dans le domaine des infrastructures de communication. StarTimes, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi Huawei. De Transion, donc, qui est un acteur qui produit des téléphones à bas coût. Le Sénégal est aussi très intéressé par le modèle de gouvernance et de souveraineté des données chinois et entend s'en inspirer dans le contrôle de l'information. La diaspora, en revanche, et je m'arrêterai là, joue un rôle relativement limité au Sénégal. On a identifié 2 comptes WeChat qui jouent un rôle important en direction de cette population. C'est le compte de Xinhua Africa et le compte de Chine Afrique, donc qui est issu de l'ambassade de Chine. Voilà pour une présentation un petit peu plus détaillée du Sénégal et qui montre bien l'étendue de la pénétration chinoise sur le plan informationnel. Merci. Merci Paul Charon. Et donc après la présentation sur la Russie, sur la Chine, on termine par la Turquie avec Jonathan Guiffard. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, je vais donc vous parler de la stratégie turque en Afrique. Je vais vous faire ça rapidement, passant d'abord par une prise de recul historique et en vous parlant ensuite des motivations et des outils de cette stratégie. Prise de recul historique, pourquoi ? Parce qu'il faut avoir conscience que l'Afrique n'est absolument pas un sujet pour les Turcs après la chute de l'Empire ottoman, et ce jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce n'est qu'en 1998 qu'un premier plan de coopération Turquie-Afrique apparaît, et c'est important de le noter, il apparaît donc l'année d'après le premier rejet de la candidature européenne de la Turquie. C'est important parce que ça fait le lien avec le fait que des penseurs, et notamment un ancien Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, a écrit un livre sur la nécessité pour la Turquie de s'affirmer comme une puissance moyenne. Ce livre, il date de 2001, et en passant notamment par une reprise de cette politique dans la profondeur stratégique turque, et notamment ottomane. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de néo-ottomanisme, même si c'est un terme qui est un peu galvaudé. Mais ça part de ce point de départ-là, qui est de se dire que l'Afrique est un endroit, une région à investir pour la Turquie, et qu'il faut y mettre des moyens. Cette stratégie, du coup, c'est mon deuxième point, effectivement, une stratégie, certes, qui n'est pas ancienne à l'échelle du XXe siècle, mais qui finalement a 25 ans. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais elle a 25 ans, elle est cohérente, et elle s'inscrit vraiment dans la durée de la prise de pouvoir de l'AKP, du parti de Recep Tayyip Erdogan, et de cette volonté d'affirmer la puissance turque à l'international. Donc elle est fortement pensée par Ahmet Davutoglu, dont je vous ai parlé, et elle est mise en œuvre par l'AKP et par le gouvernement d'Erdogan dans la durée. Il y a une accélération qui a lieu à partir de 2016. 2016, c'est la date, juillet 2016, c'est la date du coup d'État manqué contre Recep Tayyip Erdogan par le mouvement guleniste. Il y a une accélération, pourquoi ? Parce que le mouvement guleniste, qui était jusque-là allié de l'AKP, a beaucoup investi l'Afrique, notamment avec des écoles, notamment avec des programmes humanitaires, avec de la coopération. Et à partir de ce moment-là, on voit la Turquie reprendre une politique encore plus affirmée vis-à-vis de ses partenaires africains, notamment pour déguléniser toute la présence turque en Afrique. Les motivations de la politique turque, il y en a plusieurs. Donc la première, je viens de vous en parler, c'est cette lutte anti-guléniste qui est assez structurante depuis 2016, qui se tasse un peu maintenant parce que quelque part le régime turc a réussi sa dégulénisation, et beaucoup de partenaires africains ont fermé les écoles gulénistes ou ont arrêté de soutenir ou de recevoir de l'aide de ce mouvement. C'est vrai à l'ensemble, à l'échelle de la planète, mais c'est particulièrement vrai en Afrique. Donc, deuxième motivation, cette volonté de s'affirmer comme une puissance moyenne, et ça, vous le voyez bien avec la Russie, avec la Chine et avec d'autres pays. L'Afrique est un grand continent, il y a 54 pays, et c'est extrêmement intéressant quand vous vous affirmez d'aller développer des partenariats avec tous ces pays. À l'image de la Chine et de la Russie, la Turquie a tout à fait identifié la vulnérabilité des Occidentaux, et particulièrement des Français, sur le continent africain. C'est un levier assez facile à utiliser. En revanche, à la différence de la Chine et de la Russie, et ça c'est une spécificité de la Turquie,
Elle a aussi très bien identifié son lien culturel et religieux avec un ensemble de pays et de populations musulmanes en Afrique. Et elle en joue beaucoup de cette proximité religieuse et culturelle. Levier que ne peuvent pas utiliser d'autres puissances comme la Chine et la Russie. C'est aussi une politique qui est structurée par une compétition, notamment qui a eu lieu, qui s'est un peu calmée aujourd'hui, mais qui a eu lieu pendant longtemps avec les Émirats arabes unis, sur fond d'une tension entre deux courants de l'islam politique. Mais c'est important parce que sur le territoire africain, enfin, du coup, sur le continent africain, cette compétition a eu un impact assez important dans la motivation des Turcs à rallier des partenaires ou à s'engager dans des crises. Et j'y reviendrai. Enfin, un dernier point quand même, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, la politique étrangère turque, c'est effectivement un moyen de s'affirmer comme une puissance moyenne, mais ça reste avant tout un moyen de légitimer le pouvoir à l'intérieur de ses frontières. Et ça, c'est quand même très, très important, parce que la population turque, et notamment la population qui soutient le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, est tout à fait heureuse que la Chine s'affirme à l'international. Dans les faits, il y a un intérêt tout à fait relatif pour ces crises internationales. Et il y a même une partie de la population qui considère que ces crises sont aussi un fardeau pour la Turquie. Donc il faut quand même garder en tête que c'est une logique de légitimation à l'intérieur de ces frontières, d'abord et avant tout. Donc, la Turquie, pour cette stratégie, met en place beaucoup d'outils différents et propose une stratégie qui est extrêmement vaste et exhaustive. Et je pense que c'est important de le souligner parce que si vous voulez faire de l'influence sur n'importe quel continent ou à l'international, il faut mobiliser l'ensemble des outils que vous avez. Et la Turquie le montre relativement bien. Tout d'abord, sa présence diplomatique, qui effectivement, au tout début, a démarré par 12 ambassades et aujourd'hui, il y en a 44. Sa présence diplomatique a augmenté, c'est très important, et a permis d'avoir une présence sur le terrain très forte. Je vous parlais de la lutte anti-gulénisme. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Maarif aujourd'hui, qui est utilisée pour justement proposer des programmes scolaires et proposer un certain nombre de coopérations. Elle a eu pour mission de l'État turc de reprendre la main sur les écoles gulénistes et effectivement, elle est très active sur le continent. Vous avez l'agence de développement, la TICA, qui est aussi très importante, qui a ouvert 22 bureaux sur le continent et qui s'engage fortement dans le domaine du développement bilatéral, multilatéral aussi, mais surtout bilatéral, avec les différents partenaires africains. Vous avez, et ce n'est pas un des moindres outils de l'influence turque, la Turkish Airlines, qui a ouvert un nombre de lignes aériennes tout à fait importantes. Et je suis sûr que vous avez tous dû voir qu'il est aujourd'hui moins cher d'aller en Afrique de l'Ouest en passant par la Turkish Airlines que par Air France. Et ça, c'est quelque chose de très significatif parce que ça fait un effet réseau qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Africains, notamment en Afrique de l'Ouest, qui voyagent en Turquie ou qui voyagent en Europe via la Turquie. Vous avez une coopération économique qui est assez importante. Enfin, c'est un outil qui est quand même très important, qui est axé sur des secteurs très spécifiques, comme le BTP, comme la construction d'infrastructures, un petit peu le minier, comme la vente aussi de produits manufacturés. Et j'y reviendrai, mais il y a un point important à comprendre aussi, c'est que depuis 2018, et la crise économique turque, enfin la crise économique que vous voyez en Turquie, en est à la fois le symptôme et le moteur. Mais depuis 2018, la Turquie transforme son économie pour faire une économie d'exportation très importante. Et l'Afrique représente un terrain gigantesque pour exporter des produits turcs. Vous avez aussi la coopération universitaire qui est très importante. Il y a beaucoup d'étudiants africains qui viennent à différents niveaux, que ça soit équivalent licence, master, en tout cas qui viennent récupérer beaucoup de diplômes, qui viennent s'éduquer en Turquie, mais aussi en République chypriote du Nord. Ce qui n'est pas anodin parce qu'il y a beaucoup de coopération et donc il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent étudier. Vous avez aussi une coopération culturelle qui passe par les instituts Younous Emre. Vous avez une coopération dans le milieu des syndicats, notamment des syndicats patronaux, mais aussi des syndicats de travailleurs, qui font toute une diplomatie économique horizontale dans beaucoup de pays africains. Et enfin, vous avez bien entendu beaucoup d'ONG, notamment d'ONG musulmanes, qui viennent apporter une aide humanitaire, une aide dans le domaine du développement, une aide dans le domaine de l'éducation. Et ça se fait beaucoup.
Vous voyez aussi une offensive médiatique et bien entendu une coopération militaire. Coopération militaire qui est axée à la fois sur un engagement militaire. Là, il y a 2 pays qui sont très importants, la Libye et la Somalie, où il y a une présence turque permanente. Et vous avez bien entendu, et ça a été évoqué par Monsieur le Président, une coopération orientée autour de la vente de matériel et d'armement, et dont le drone TB2 en est l'emblème aujourd'hui. Il n'y a pas moins de 7 pays en Afrique de l'Ouest qui en ont ou qui en ont commandé, 3 en Afrique de l'Est, et ça ne va faire que continuer, il faut en être sûr. Et enfin, une coopération sécuritaire avec notamment un rôle particulier donné aux services de renseignement turcs ou à des SMP, comme la SMP Sadat. Pour aller extrêmement vite, les axes de progression, je vous ai parlé de la Libye, je vous ai parlé de la Somalie. Ça, c'est les 2 têtes de pont de l'influence turque, parce qu'il y a une présence militaire permanente, parce que c'est orienté autour d'un soutien politique à des acteurs gouvernementaux et notamment de la formation militaire. Cette présence est importante. Néanmoins, elle se développe aussi, par exemple, au Maghreb, où il y a un effort significatif des Turcs pour engager sur le plan économique et sur le plan politique les différents pays du Maghreb. Vous avez aussi une présence qui s'affirme au Sahel, mais qui reste limitée, mais qui s'affirme quand même, notamment par le biais de cette diplomatie de défense, en tout cas par le biais de vente d'équipements militaires. Sur le plan politique, c'est un peu différent. Donc, pour terminer, quelques idées à retenir, à mon avis, qui me semblent importantes. La stratégie turque a donc 25 ans. Elle est discrète, mais elle est ambitieuse et elle sera continue. Elle ne s'arrêtera pas. Elle sert d'affirmation de la puissance turque par du hard power, même si elle utilise aussi beaucoup d'outils de soft power, et notamment, d'une part, beaucoup d'outils de soft power, et d'autre part, la coopération économique, qui est vraiment un point important de cette stratégie. Elle mobilise, on en a parlé, aussi des narratifs anticoloniaux et des narratifs anti-occidentaux. Pourquoi ? Parce que c'est facile. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. C'est facile à utiliser, d'une part, et d'autre, elle mobilise sa proximité religieuse et culturelle avec un certain nombre de partenaires musulmans dans la région. Enfin, son positionnement central est important, et ça, j'insiste, parce que ça permet de faire des effets d'échelle et des effets de réseau. Le fait de centraliser autour d'elle, d'attirer des partenaires africains, des étudiants africains, des entreprises, de proposer des facilités infrastructurelles, à commencer par la Turkish Airlines, c'est important parce qu'elle se place au milieu de ce continent. Et on est obligé de passer par la Turquie pour, quelque part, en termes politiques, en termes économiques, pour rejoindre le continent. En revanche, il y a 2 points qui me semblent importants. Il y a une limite très forte, c'est la limite otanienne. Ce que j'appelle la limite otanienne, c'est que vous ne verrez pas la Turquie avoir une politique agressive comme la Russie et la Chine, parce qu'une partie de sa politique est légitimée par sa présence dans l'OTAN. Sa présence en Libye, par exemple, est légitimée par sa présence dans l'OTAN. Les Américains la soutiennent, et c'est important de l'avoir en tête, parce que les Turcs pourront passer quelques lignes rouges, notamment vis-à-vis de partenaires avec lesquels il peut y avoir des tensions, comme la France, mais de manière générale, elle ne passera pas à l'agression directe. Et une deuxième limite, qui est aussi un paradoxe, c'est qu'on parle aujourd'hui, c'est le but de la stratégie turque en Afrique, c'est une stratégie turque très importante. Néanmoins, elle, en termes de valeur, en termes de budget, en termes d'engagement et même en termes de, quelque part, de priorité politique, elle est beaucoup moins importante que la stratégie turque en Asie centrale ou que la stratégie turque dans les Balkans. Il faut savoir que l'aide au développement turque en Afrique est inférieure à l'aide au développement turc dans les Balkans. À partir de là, ça vous remet à peu près les perspectives. Je vous remercie. Merci à tous les 3 pour ces présentations vraiment éclairantes sur 3 acteurs qui, je pense, se coordonnent assez peu, mais qui finalement, on voit bien, ont un agenda commun à la fois de puissance et également un agenda, vous l'avez un peu évoqué, de réaffirmissement d'un consensus interne. Finalement, il y a aussi des questions politiques internes qui drivent beaucoup leur agenda de puissance à l'extérieur, quelle que soit même, j'allais dire, la nature du régime. Et ce que je retiens, c'est que si finalement il y a un agenda assez commun, il y a des modalités d'intervention qui peuvent être un peu variées, avec côté russe plutôt une dominante sécuritaire et qui s'appuie sur le narratif anti-français, côté chinois un angle économique et qui s'appuie dans un agenda également de puissance globale très tourné vers les États-Unis d'Amérique. Et puis côté turc, vous l'avez très bien dit, cette volonté de s'affirmer comme une puissance moyenne en appuyant beaucoup également sur des leviers de coopération culturelle et éducatifs. Et d'ailleurs, on a une mission d'information en cours
à ce sujet-là, pour réfléchir aussi à quel point ces leviers culturels et éducatifs peuvent être utilisés à la fois pour réaffirmer le consensus national, mais également pour être utilisés en tant que soft power. Dans tous les cas, j'ai bien noté que, quels que soient les compétiteurs, tous avaient une stratégie informationnelle extrêmement forte, d'une certaine manière, pour imposer un peu leur narratif, et tous avaient également un pilier sécuritaire extrêmement fort. Pas d'influence sans puissance, je pense que c'est la base. En tout cas, nous, notre responsabilité, c'est de contribuer à ce que pourrait être la stratégie française et européenne dans ce contexte-là. Alors, nous allons prendre désormais les interventions des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Patricia Lemoine. Et alors, pour rendre les choses plus dynamiques aussi, je vous propose, si vous voulez, d'apporter des réponses après chaque orateur de groupe. Donc, si possible, si l'orateur de groupe peut cibler une des 3 personnes pour sa question, ça peut être bien pour être le plus efficace possible. Très bien, merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier au nom du groupe Renaissance nos 3 intervenants pour leur expertise tout à fait enrichissante. Vous l'avez évoqué, les stratégies d'influence de pays tels que la Russie, la Chine ou la Turquie prennent de multiples formes. Elles se déploient aussi bien sur le plan diplomatique que militaire, tant dans la coopération humanitaire que commerciale, sans oublier bien sûr l'organisation de grands sommets, comme celui de Saint-Pétersbourg cette année, ou le sommet Russie-Afrique, pour le sommet Russie-Afrique, ou celui d'Istanbul en 2021 pour le sommet Turquie-Afrique. Ces influences concurrentes s'avèrent problématiques pour la stabilité du continent africain, d'autant que, contrairement à la France, ces compétiteurs proposent de répondre aux besoins immédiats des pays africains sans jamais conditionner leur aide à des exigences de gouvernance ou de droits humains. Par ailleurs, et vous l'avez dit, ces pays mènent une véritable guerre informationnelle contre la France en exacerbant le sentiment anti-français dans les opinions publiques africaines. Je ne citerai que l'exemple bien connu de la milice Wagner qui organise des campagnes de désinformation contre l'armée française. Et vous l'avez dit, la disparition d'Evgeny Prigojine le 23 août dernier emporte des conséquences importantes sur la structuration de Wagner en Afrique, dont nous ne mesurons pas pour le moment les effets à moyen et long terme. La France est bien sûr lucide quant à sa perte d'influence sur le continent et nous voyons bien le risque de nos compétiteurs de nous imposer un narratif pessimiste selon lequel la France n'aurait plus aucun rôle à jouer en Afrique. Ces nouvelles puissances sont pourtant porteuses de contradictions qu'il convient de mettre en exergue. Je pense notamment à la relation asymétrique que construit la Chine avec les pays dont elle est la principale créancière et qui tente à fragiliser ces derniers plutôt qu'à encourager leur développement. Ma question est donc simple. Selon vous, de quel levier disposons-nous pour inverser la tendance et réaffirmer auprès de ces pays que la présence française concourt à la stabilité du continent? Je vous remercie. Et donc, ma question s'adresse plutôt à Paul Charon. Très bien. Paul Charon, vous avez la parole. Merci, Madame la députée. La question est simple, la réponse ne l'est pas. Et je suis plutôt un spécialiste de la Chine et j'aurais du mal à formuler une réponse pertinente, je pense, sur les réponses que la France pourra apporter. En tout cas, il y a une chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit et qui montre la capacité de la Chine à imposer un certain nombre de récits, y compris dans nos institutions. Vous avez expliqué que les Chinois, comme les Russes ou les Turcs peut-être, ne pratiquent pas l'ingérence dans les modèles politiques étrangers, ne demandent aucune contrepartie politique. C'est faux. La Chine impose à tous les États d'Afrique qu'ils ne reconnaissent pas Taïwan. Si ça, ce n'est pas une ingérence dans la diplomatie de ces pays, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est par exemple une arme qu'on devrait utiliser plus souvent. Dire, mais attendez, nous, on a quelques exigences démocratiques, etc., mais les Chinois, ils ont eux aussi des exigences. Les médias locaux ne peuvent pas parler de tous les sujets qu'ils souhaitent, ils ne peuvent pas parler de ce qui se passe en Chine si ça indispose le Parti communiste chinois. Ils ne peuvent pas parler de Taïwan, ils ne peuvent pas parler du Xinjiang, des Ouïghours, des Tibétains, etc. Et voilà, d'une manière générale, je crois qu'il faut
ne pas céder à la tentation d'imiter les Russes et les Chinois dans leur modèle très agressif, utilisant la désinformation, etc. Je pense qu'il faut se déprendre de cette tentation. Et au contraire, essayer de promouvoir des interprétations, des récits qui nous avantagent et qui dévoilent la réalité de l'action de la Chine. Mais ça, c'est un travail du quotidien, j'ai envie de dire, et qui ne pourra être achevé que voilà, par petites touches. Voilà, c'est un travail impressionniste. Maxime Audinet et Jonathan Guiffard, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Monsieur Guiffard. Oui, moi je veux bien. Étant avant tout d'abord un spécialiste de l'Afrique, effectivement, j'ai quelques éléments, j'ai déjà écrit sur ce sujet par exemple. C'est pour ça par exemple que j'ai insisté sur la logique de réseau et de centralité. Je pense que la France est en train de perdre cette centralité sur le continent africain. Et pour être central, il faut être attractif. Et donc déjà, il y a un sujet d'attractivité. Quelque chose qui revient beaucoup, c'est l'attractivité dans le domaine universitaire, c'est-à-dire que nos coopérations et le fait qu'on aide des partenaires africains à former leurs étudiants, à former leurs fonctionnaires, à former un certain nombre de gens, c'est une politique qui diminue. C'est une politique qui a changé aussi avec la politique de coopération et une forme d'abandon de la politique de coopération dans les années 90. Quand je parlais de Turkish Airlines, Air France, c'est un sujet parmi d'autres, mais ça revient à cette centralité. Si vous permettez en fait aux gens en Afrique de venir travailler, s'éduquer, s'informer, faire de la science, faire de la coopération économique, rencontrer des entreprises, en fait, ici, quelque part, vous augmentez votre attractivité. Et à ce titre-là, et je finirai là-dessus, mais à ce titre-là, il faut savoir que si cette attractivité diminue par rapport à ses concurrents, et ces concurrents dont on vient de parler, mais notamment aussi les concurrents américains, par exemple, qui se rendent très attractifs auprès des populations ou des élites africaines, il faut savoir aussi que l'histoire commune qu'on a, et notamment la langue qu'on partage, fait que l'ensemble de nos débats politiques sont très, très suivis en Afrique de l'Ouest. Et ça a un impact extrêmement fort sur l'attractivité. Très bien. Maxime Audinet pourra répondre par la suite aussi à cette question au travers d'une autre intervention. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à José González. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les chercheurs. Merci de votre présence et merci d'avoir répondu à l'avance aux questions que je vais vous poser maintenant. Si l'Afrique semble aujourd'hui, pour partie, rejeter le modèle et la pensée occidentale, elle jette son dévolu sur des nations plus dures, parfois autoritaires, qui savent user de leurs atouts pour s'implanter sur un continent africain, impacté d'ailleurs par le terrorisme. Des nouveaux acteurs sur le continent africain, la Russie est celui qui a le plus accru son influence. Si son engagement ne date pas d'hier, Moscou s'appuie dorénavant sur des moyens irréguliers, souvent extralégaux, pour étendre son influence. Mercenaires, désinformation, ingérence électorale, soutien au coup d'État et accord d'échange d'armes contre des ressources. La Russie voulant ainsi s'assurer un ancrage durable en Afrique et dans la mer Rouge, saper l'influence occidentale et normaliser l'autoritarisme. La Chine est également un acteur de premier plan en Afrique. Le PCC cherche à diffuser une image positive de la Chine et à contrer ce que les responsables chinois appellent la diabolisation de la Chine par l'Occident. La Chine voit en l'Afrique un réservoir de matières premières énergétiques et minières et une possibilité d'étendre son empire militaire et diplomatique. Elle dispose ainsi d'une base navale militaire stratégique à Djibouti et pourrait vouloir en construire davantage. Cependant, sur le plan social, politique et environnemental, la présence chinoise en Afrique pose problème. Enfin, la Turquie fait également une grande percée en Afrique. Ses relations commerciales avec les pays africains sont en augmentation. Sa stratégie va du soft power au projet d'infrastructure. Les entreprises de bâtiments turcs sont bien implantées et en retour, le continent africain devient un fournisseur d'énergie et de matières premières de plus en plus important. Avec Recep Tayyip Erdogan, cette stratégie a pris une dimension plus militaire. Ankara y a installé sa plus grande base militaire en dehors de ses frontières. Par conséquent, plusieurs questions s'imposent, et il y en a pour tous les goûts, messieurs, pour chacun d'entre vous. Les relations russo-africaines évolueront-elles après la mort de Prigojine ? En prenant directement en charge les opérations de Wagner en Afrique, le gouvernement russe ne peut aujourd'hui plus prétendre à l'ignorance ou à l'impuissance face aux actions illégales et déstabilisatrices. En ce qui concerne la Chine, quels sont les apports au continent africain ? Est-elle un danger pour la démocratie ou l'économie africaine ?
Au niveau des relations avec la Turquie, quelles sont les contreparties pour le continent africain? Pensez-vous que ces différents acteurs arriveront à coopérer en Afrique? L'Occident a-t-il un rôle à jouer? Doit-il se concentrer sur ses pays alliés ou adopter des stratégies similaires à celles de nos concurrents? Je vous remercie. Maxime Audinet, je vous propose de répondre notamment sur la question de Wagner. Oui. Alors, j'ai commencé à amorcer quelques pistes de réflexion sur ça, sur l'évolution des relations russo-africaines. Alors, effectivement, voilà, comme je le disais, on voit que cette présence non officielle est en train, peu à peu, de se fragmenter, d'être fragilisée. Ce qui va se traduire par plusieurs choses. D'une part, et c'est important de le souligner parce que c'est potentiellement un levier qu'on peut actionner pour répondre à la question précédente aussi, c'est que cette recomposition de la présence russe, ça n'est pas exemple de tension entre les acteurs russes eux-mêmes. On l'a bien vu par exemple en République centrafricaine avec le départ plutôt l'éviction de Vitali Perfilev, qui était le chef de la branche militaire de Wagner, dont on sait qu'il a manifesté beaucoup de... beaucoup de tristesse, beaucoup d'agacement, d'énervement, je ne sais pas comment le qualifier, mais à la suite de la mort de Prigojine, dont il était très fidèle. Il a été remplacé par un certain Denis Pavlov. Je renvoie à l'enquête du collectif Alliance on Wagner, qui a bien montré que c'était un agent du SVR, donc les services de renseignement extérieur russes. Et tout ça crée des tensions entre ces différents acteurs, ce qu'on voit aussi beaucoup au Mali. Par exemple, où Wagner est très présent, cherche à se mettre en avant, et parallèlement à cette volonté qu'on voit pour le coup au Burkina, qui est vraiment, je dirais, qui va devenir le laboratoire de cette expansion d'une présence officielle et étatique de la Russie, on voit qu'il y a différents modèles en fait de recomposition qui sont en place et qui vont pouvoir, qui vont s'observer. Deuxième chose, c'est aussi, il faut s'attendre justement à une perte de souplesse, de flexibilité dans la capacité d'action de ces acteurs, puisque précisément Wagner, qui n'est pas vraiment, vous le savez, une société militaire privée ni un acteur étatique, c'est quelque chose entre les deux, ce qui rend d'ailleurs cette organisation assez unique, était justement utilisé et a été créé pour agir de manière beaucoup plus désinhibée, décomplexée que ne peuvent le faire des acteurs bureaucratiques et étatiques. Même l'armée russe, dont on sait qu'elle s'est affranchie de toute une série de principes, d'éthique de la guerre, etc., en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut s'attendre, ce qui montre et ce qui se traduit d'ailleurs dans les hésitations de l'État russe vis-à-vis de l'héritage de Wagner. C'est-à-dire que parfois, on se rend bien compte, notamment dans l'espace informationnel, que c'est peut-être beaucoup plus intelligent de s'appuyer sur l'écosystème d'acteurs, d'influence informationnelle mis en place depuis des années dans la région, plutôt que de tout remplacer du jour au lendemain en s'appuyant sur des unités du GRU ou du SVR qui, elles, ont un savoir-faire et une pratique moins importante dans cette région. Voilà ce qu'on peut dire. Très bien, merci. Pour la France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos présentations. Alors, quelques observations d'ordre général. Effectivement, les trois puissances que vous avez évoquées sont caractérisées désormais par leur degré de désinhibition sur la scène internationale, le fait qu'en réalité rien ne les retienne, et certainement pas les principes du droit. En revanche, il est vrai aussi que aujourd'hui, si elles ont la possibilité de s'exprimer, c'est ce que vous disiez, Monsieur Guiffard, c'est qu'en réalité, on a en grande partie laissé la place. Et puis parce que, et c'est une réponse à notre président, ils ont la chance, pour ainsi dire, de ne pas avoir, eux, colonisé l'Afrique au XIXe siècle et d'avoir, d'une certaine façon, une possibilité de s'exprimer différemment. Par ailleurs, leurs messages sont beaucoup plus faciles à véhiculer dans la mesure où ils bénéficient aussi de notre double standard et de nos hypocrisies, puisque la décolonisation très imparfaite nous place aujourd'hui comme des interlocuteurs pas toujours crédibles, et puis parce que nos propres décisions, dans le champ de la politique interne, manifestent aussi une forme d'hypocrisie, voire de renoncement. La semaine dernière, dans cette même assemblée, dans cette même commission, nous déplorions tous, en rythme, le fait que la France n'avait pas de politique de coopération universitaire à la hauteur, et hier, nous avons voté, en tout cas certains ont voté ici, la restriction de l'accès des étudiants étrangers en France, donc un affaiblissement considérable de la politique
universitaires de ce pays, et évidemment au détriment en particulier des étudiants africains qui seront évidemment les plus vulnérables aux mesures contenues dans la loi sur l'immigration. Donc je vous pose une première question sur cette loi immigration. Est-ce que vous partagez l'analyse que je viens de faire? Est-ce que vous considérez qu'elle offre d'une certaine façon un boulevard au narratif russe, chinois et éventuellement turc? La deuxième question porte sur les enjeux généraux de la compétition, parce qu'on présente des compétiteurs, mais ils sont nous sommes en compétition avec ces puissances. Pourquoi faire? Pour quels enjeux? Et puis la troisième question porte sur les autres compétiteurs, ceux qui sont aussi nos partenaires, et en particulier les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas absents. On parlait des Turcs qui avaient créé une stratégie africaine en 98. C'est en 2008 que les États-Unis ont créé Africom. Voilà, je crois que ça n'est pas... L'Afrique n'est pas un champ homogène où les uns et les autres s'affronteraient sans contrepartie. Donc j'aimerais avoir aussi un aperçu sur la bataille globale qui se mène sur le terrain africain. Alors merci, chers collègues. Alors nous avons 3 questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Paul Charon, c'est vous qui avez commencé précédemment. Ou alors sinon on peut commencer par Jonathan Guiffard, si vous le souhaitez. Alors, monsieur le député, je ne vais pas me prononcer sur la loi immigration d'hier, ce n'est pas mon rôle ici. En revanche, pour votre constat, je partage la désinhibition. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un sujet, mais c'est un sujet qui, pour répondre aussi à une partie de la question précédente, c'est pas parce qu'effectivement eux sont dans une désinhibition que nous, on doit l'être. Nous, on a un modèle à défendre, on a des valeurs à défendre. Et ça me paraît important, et pour relier à la première question, pour défendre ce modèle, en revanche, peut-être qu'effectivement, il y a des tempos un peu différents, et que défendre la démocratie, ça ne doit peut-être pas se passer dans chacun des contrats de gouvernance, de développement qu'on a avec nos partenaires. Nos partenaires, ils ont besoin d'une aide souvent assez rapide. Et en fait, quand vous parlez aux populations maliennes, dont la moitié des familles se fait massacrer par des djihadistes d'un côté ou par l'armée de l'autre, très clairement, la gouvernance démocratique et les règles et les valeurs libérales, c'est un besoin, une envie, mais c'est clairement pas le sujet du court terme. Donc il y a peut-être un sujet de tempo là-dessus. Sur le sujet du fait qu'on ait laissé la place, je partage aussi tout à fait ce sujet-là. C'est plus largement le sujet non pas de la politique africaine de la France, mais de considérer, de considérer d'un point de vue français, la nécessité d'investir dans tous les domaines dont on a parlé, notamment universitaires, notamment culturels, notamment militaires, bref, l'ensemble de ces domaines-là, et aussi de considérer que l'Afrique, c'est pas un pays, c'en est 54, et donc il faut travailler avec tous les partenaires, avec beaucoup d'entre eux, que les enjeux sont pas les mêmes. Sur le sujet de la colonisation, là je mets un bémol sur la Turquie, parce que la Turquie a colonisé le nord de l'Afrique, et pour autant, on n'en parle pas. On en parle peu, et de manière générale, je ne suis pas sûr que ça soit très malin de le faire. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il faut qu'on utilise les mêmes armes que ces puissances-là. Mais dans les faits, et je rejoins aussi le sujet du double standard, moi, je ne parlerai pas totalement de double standard, parce qu'en vérité, ces pays-là eux-mêmes, on peut leur reprocher un sacré nombre de doubles standards. En revanche, pour moi, il y a un sujet de vulnérabilité. Si vous voulez être influent dans une région, il faut diminuer vos propres vulnérabilités, et j'en reviens au sujet universitaire, mais j'en reviens à d'autres sujets, au sujet des visas, au sujet, enfin bref, un ensemble de sujets qui sont mal vécus par les populations au jour le jour et qui nous rendent du coup plus faibles. Et donc le sujet du double standard, c'est plutôt le sujet de telle ou telle politique. Si vous la prenez, posez-vous la question de savoir si ça va vous renforcer ou si ça va vous mettre dans une position de difficulté qui sera aisément exploitée par nos amis russes et nos amis chinois. Mais les doubles standards, en fait, tout le monde en fait. Et ça, c'est aussi important de le souligner, me semble-t-il. Est-ce que simplement vous pourriez, par rapport à la première question, nous dire quel est le volume d'étudiants africains qui est accueilli en Turquie, par exemple, comme vous avez beaucoup mis en valeur la coopération éducative culturelle? Là, je ne vais pas pouvoir vous sortir les chiffres, mais je pourrais essayer de vous les envoyer si vous voulez. Mais c'est un levier qui est beaucoup utilisé, l'accueil de... Oui, c'est un levier qui est beaucoup utilisé. En fait, c'est un levier qui est beaucoup utilisé, notamment qui est mobilisé par la Turquie, qui va proposer à ses partenaires un certain nombre de quotas en fait, de diplômes et qui va proposer des formations, qui va avoir un certain nombre d'universités, enfin à Istanbul, à Ankara, dans beaucoup de villes turques, vous avez quand même des universités d'assez bon niveau, et vous en avez beaucoup, qui accueillent ces étudiants, mais eux-mêmes les financent. C'est-à-dire qu'il y a
en fait, vous financez la bourse complète, vous financez l'année d'études ou le diplôme, etc. Donc, vous prenez en compte l'ensemble du sujet. Merci. Et ça, c'est assez important de ce point de vue-là. Merci, Paul Charon. Je ne veux pas être trop long, je reprends à mon compte les réponses de Jonathan Guiffard. Juste un mot aussi sur la colonisation. La Chine non plus n'est pas exemple de colonialisme. Elle a colonisé le Xinjiang, elle a colonisé le Tibet. Donc c'est pas un argument qu'il faut leur laisser nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ça sous le tapis et pas en parler, mais qu'en tout cas, on n'a pas à se sentir plus handicapé que les Chinois face à ce sujet. Comme ça a été dit juste avant, ils ont eux aussi, comme les Turcs et les Russes, beaucoup de choses à se reprocher, beaucoup de problèmes à gérer sur ce plan. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut imiter les méthodes russes ou chinoises, parce que ça reviendrait à jouer leur jeu et à affaiblir en fin de compte nos propres institutions et l'idée de démocratie elle-même. Merci. Merci. Et enfin, donc, Maxime Audinet qui nous parlera peut-être des autres compétiteurs que l'on a cités. Pour répondre à votre question, oui, d'abord dire que il y a bien sûr une asymétrie dans la production de récits s'agissant de l'Afrique, puisque effectivement la Russie n'a pas été une puissance coloniale en Afrique, et c'est d'ailleurs un des grands problèmes côté français dans cette volonté de créer une nouvelle stratégie nationale d'influence qui passe par la création de récits. Et il y a effectivement un enjeu de contradiction ou un enjeu extrêmement complexe vis-à-vis de notre production de récits vis-à-vis de l'Afrique sur ce sujet en particulier. Et il y a aussi, et ça je rejoins ce qui vient d'être dit, cet immense paradoxe, voire cette immense contradiction dans le cas de la Russie, qui est effectivement, vous savez, on parle beaucoup en ce moment au sein des études slaves de la nécessité de décoloniser le champ des études slaves, mais il se trouve que justement l'invasion de l'Ukraine à bien des écarts est une guerre de type néo-impérial, voire néocolonial, et tout ça advient dans le même temps, sauf qu'on a le sentiment au sein des opinions africaines, on le voit bien dans un certain nombre de sondages réalisés par exemple au Mali, au Niger, que en fait cette vision-là n'imprime pas au sein des sociétés, de ces sociétés-là en particulier, où la guerre en Ukraine est perçue vraiment comme un conflit entre la Russie et l'Occident plus largement, avec une guerre par proxy, ce qui est évidemment un discours très, très mis en avant par la propagande russe. S'agissant des quotas, s'agissant de votre question sur la loi immigration, je vais me permettre quand même une petite prise de position. Effectivement, la mesure en tout cas qui est celle d'imposer une caution à des étudiants étrangers. Moi, je travaille aussi à l'Université Paris-Nanterre au département d'études slaves. J'ai beaucoup d'étudiants extracommunautaires qui viennent justement d'Europe de l'Est et de Russie. Il est clair que cette mesure est désastreuse sur le plan de l'attractivité. Et d'ailleurs, elle me semble même très contradictoire avec cette volonté de faire de l'influence une fonction stratégique, de renouer avec une stratégie nationale d'influence. Il faut quand même se rappeler, et ça rejoint aussi la première question qui a été posée, que le soft power fait partie des stratégies d'influence. Les stratégies d'influence, c'est pas que créer des comptes inauthentiques sur les réseaux sociaux, agir comme ça. Non, c'est même d'ailleurs assez, je dirais, assez marginal par rapport à la diplomatie culturelle, aux liens diasporiques, à ce rayonnement qui est l'une des principales forces d'ailleurs de la France à l'étranger. Côté russe, pour vous donner quelques chiffres, on a entre 4 et 7 000 étudiants africains qui étudient dans les universités russes, qui est beaucoup moins qu'en France, mais on voit depuis 4 ou 5 ans une politique d'augmentation des quotas de la part de l'agence fédérale Rosatrudniczestwo qui s'occupe de ça, par exemple vis-à-vis du Mali, où vous avez eu l'an dernier une augmentation de 150 places en plus pour des étudiants maliens qui viendraient étudier en Russie, mais c'est le cas aussi pour d'autres pays. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les volumes que vous présentez restent néanmoins dérisoires. Oui, on parle de quelques milliers. Et surtout par rapport à l'époque soviétique. Voilà, Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot.
Merci, Monsieur le Président. Le soft power, pour nous, est évidemment essentiel. Et par conséquent, ce rayonnement à travers les échanges universitaires ont leur importance. Nous avons voté sans aucun état d'âme, puisque visiblement le sujet du vote d'hier occupe beaucoup cette commission ce matin. Nous avons voté ce texte sans état d'âme pour une raison extrêmement simple. En France, par rapport à d'autres pays, on sait bien que dans les coopérations universitaires, on en a certains qui y sont pour avoir des formations, et puis on en a d'autres, notamment dans des secteurs où l'emploi est assez limité, je pense sociologie et autres activités de ce genre, où ce sont des filières parallèles d'immigration. En revanche, je pense profondément que la coopération universitaire est vitale. On sait très bien ce que font certains pays. Je pense aux Américains avec le programme Young Leader, par exemple, qui n'en est que la tête de gondole, mais ont la capacité d'identifier des élites qui, le lendemain, sont des relais d'influence. Donc ce que je souhaiterais savoir, et ma question s'adresse autant à Jonathan Giffard ou à Maxime Audinet, quelle est la stratégie des Turcs ou des Russes pour sélectionner les étudiants qu'ils accueillent dans leurs universités? Au nom de notre groupe, je peux vous dire une chose, c'est qu'accueillir des futures élites africaines, nous le faisons et nous le faisons avec enthousiasme. Simplement, le système ne doit pas être détourné. Donc, quelle est la stratégie d'identification des élites dans ces deux pays? Merci. Monsieur Giffard, vous souhaitez commencer? Oui. Ma réponse, c'est que clairement, elle n'est pas différente de la nôtre. Il n'y a pas une spécificité dans la sélection des élites et dans la sélection quelque part des étudiants et pour aller vers les élites. À partir du moment où c'est un processus relativement similaire au nôtre sur le plan bilatéral, c'est-à-dire d'une discussion d'État à État, la sélection se fait en partie par l'État partenaire. Donc effectivement, vous aurez plus souvent des gens issus de l'élite. Ça, c'est une première chose. En revanche, la pénétration, on va dire, du tissu social à différents niveaux, notamment par les ONG turques, religieuses ou non d'ailleurs, notamment par les fameux syndicats patronaux de travailleurs dont je parlais, permettent d'identifier aussi des partenaires à faire venir dans ce cadre-là. Et vous avez de la formation des imams, par exemple. Vous avez aussi des gens qui rejoignent ces ONG et qui sont des personnels, qui sont des gens, des Africains, pardon, et qui viennent du coup travailler avec ces organisations. Et donc, ils viennent aussi en Turquie pour se faire former. Donc, ça se joue à plusieurs niveaux. Sur la partie d'une éventuelle sélection, sur la partie universitaire, je ne sais pas si Paul Charon ou Maxime Audinet, vous avez un point complémentaire. Maxime Audinet. Il y a un programme de Young Leaders russe qui s'appelle Novoe Pakalienie, Nouvelle Génération, qui s'appuie un peu sur le même modèle que les Young Leaders américains, qui sélectionne effectivement avec un intérêt relativement opportuniste, qui d'ailleurs en soi n'est pas, à mon avis, un modèle qu'il faut nécessairement valoriser. Je veux dire, on n'est pas obligé de créer un programme de ce type dans l'hypothèse que la personne qu'on va faire venir sera un futur ministre dans un pays africain afin de tisser. Ça ne peut pas être que fondé sur ça. C'est d'ailleurs pour ça que l'université joue un rôle essentiel dans ce domaine et que parfois on ne sait pas ce que ces gens vont devenir. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais vu j'aimerais bien avoir quelques chiffres, mais j'ai jamais vu dans mes départements des gens qui étaient uniquement là pour obtenir des permis de séjour. Mais dans le cas de la Russie, oui, vous avez par exemple des programmes très intenses avec des journalistes qui sont mis en œuvre, notamment vis-à-vis de l'Afrique, où vous avez chaque année des dizaines de journalistes qui travaillent dans des rédactions de médias africains qui soit vont à Moscou. RT, Sputnik, par exemple, ont mis en place des programmes qui sont d'ailleurs liés à Novoe Pakalienie, qui s'appelle la RT School et Sputnik Pro, qui accueillent des journalistes et qui les forment, si vous voulez, aux standards ou aux normes journalistiques qui sont celles partagées par ces médias, c'est-à-dire une vision très conflictuelle de l'espace informationnel, un engagement très contre-hégémonique, et ensuite, effectivement, ces journalistes repartent dans leur rédaction
et on peut imaginer qu'ensuite se tissent des liens avec ces médias. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Ah, monsieur Charles, je vous en prie. Mais juste 2 mots pour dire qu'on a à peu près le même mécanisme en Chine. Il y a un mécanisme de Young Leaders. Il y a d'autres programmes, d'ailleurs, que les Chinois ont pu appeler 1000 talents, par exemple, pour identifier justement les talents à l'étranger qu'il faudrait faire venir travailler en Chine. Donc ça suit à peu près les mêmes processus et mêmes dispositifs qu'en Russie. Mais une stratégie d'influence, c'est pas seulement les élites. Donc les Chinois, bien sûr, visent les élites, mais ils visent aussi les masses. Et les masses, ça passe par d'autres mécanismes, d'autres dispositifs, mais ils sont capables de faire les deux. Donc si on songe un petit peu à la stratégie d'influence de la France, il faut aussi être capable d'attirer les élites, mais aussi de toucher les masses. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Jean-Pierre Cubert-Tafon. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, messieurs. Nous avons depuis plusieurs semaines engagé au sein de la Commission de la Défense nationale un travail important sur la question de l'influence, de la stratégie et de la place de la France sur le continent africain. Je tiens à vous remercier au nom du groupe démocrate de votre présence ce jour afin de pouvoir échanger autour de la stratégie de nos compétiteurs en Afrique. Et j'aimerais aujourd'hui me concentrer sur le sujet russe. C'est la raison pour laquelle je m'adresserai tout particulièrement à M. Audinet. Nous savons tous que la Russie, principalement autour du groupe paramilitaire Wagner, a vu son influence fortement grandir ces dernières années en Afrique. Vous en avez parlé. L'un des principaux objectifs de la Russie en Afrique est d'acquérir une influence sur les territoires stratégiques le long de la Méditerranée méridionale et de la mer Rouge. Monsieur Audinet, pensez-vous aujourd'hui que la Russie soit parvenue à cet objectif ? Et un deuxième objectif serait bien évidemment de supplanter l'influence occidentale, et je pense ici notamment à la République centrafricaine ou au Mali, parfois par des méthodes non officielles comme l'ingérence ou la désinformation. Quelle évolution observons-nous sur le continent africain en ce qui concerne les différents gouvernements africains vis-à-vis de la Russie et quelle implication pour la gouvernance et la stabilité en Afrique envisagez-vous au regard de l'investissement russe sur ce continent ? Je vous remercie. Maxime Audinet, vous avez la parole. Alors, comment vous répondre en 3 minutes je vais vous répondre peut-être sur les sujets que je maîtrise. Donc, s'agissant des objectifs que vous avez énoncés, alors, ils sont en partie réalisés. Moi, travaillant maintenant sur cette présence russe en Afrique depuis à peu près 3 ans, j'ai encore souvenir de certaines réflexions disant que finalement les Russes vont se casser les dents, etc. Bon, c'est en partie vrai, c'est en partie pas vrai. Notamment par exemple au Mali, je crois que la prise de Kidal, quand bien même sera-t-elle maintenue, ça c'est, je pense que Jonathan aura beaucoup de choses à dire sur la question. Mais le fait est quand même qu'au moins sur le plan symbolique et donc sur le plan politique, la Russie a réussi à obtenir des dividendes absolument considérables depuis maintenant fin 2017-2018. Et le fait est que si même aujourd'hui on parle de la Russie à ce point en Afrique, c'est bien une réussite qui d'ailleurs, et c'est bien que vous ayez rappelé aussi l'Afrique du Nord, puisqu'on parle beaucoup du Sahel, mais la présence russe en Afrique est extrêmement importante en Afrique du Nord, évidemment en Libye, mais les deux, sur les 3 disons, partenaires stratégiques de la Russie en Afrique, 2 sont en Afrique du Nord, puisqu'il s'agit de l'Algérie et de l'Égypte, qui ont des liens beaucoup plus anciens avec l'Afrique, qui sont des partenaires économiques majeurs, notamment dans la coopération militaire et la vente d'armement. Donc voilà. Et s'agissant du Sahel, effectivement, on voit très bien qu'aujourd'hui, notamment avec cette initiative dont j'ai oublié le nom, mise en place par les 3 pays sahéliens, l'AES, voilà, exactement, on voit bien à quel point la Russie, via d'ailleurs sa présence officielle, ce qui là encore est une mutation importante et qui va être évidemment utilisée aussi par le pouvoir russe pour asseoir cette capacité et cette projection de puissance sur des terrains qui sont éloignés de son voisinage direct, comme ça a été le cas auparavant en Syrie. Mais on voit bien que la Russie essaie de devenir un prestataire d'offres politiques, sécuritaires, militaires, informationnelles, et que c'est un
force est de constater que c'est un système qui fonctionne, qui s'exporte. Aujourd'hui, on voit que le Niger, même si l'influence américaine est beaucoup plus importante que dans d'autres pays sahéliens, est un pays qui semble hésiter justement pour aller vers ce terrain. Le Burkina Faso est en train de totalement tourner vers ce type de coopération. Donc c'est un modèle attractif de ce point de vue. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est un modèle qui est attractif pour en tout cas des gouvernements qui sont issus de putsch ou qui défendent un agenda, je dirais, néo-souverainiste pour reprendre sur le plan idéologique des notions qui sont bien travaillées par des chercheurs africains. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Et c'est une tendance lourde puisque elle est présente au sein des sociétés africaines. On est face à des phénomènes endogènes sur lesquels, je le rappelle, la Russie s'appuie. C'est pas la Russie qui est à l'origine de ce genre d'assises et de socles qui lui permettent de se déployer. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Valérie Rabault. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais deux questions. La première porte, donc vous avez abordé la question des étudiants. La première porte sur les cabinets ministériels qui existent dans les différents gouvernements. Il y avait beaucoup de Français précédemment. Maintenant, on parle anglais. Donc, c'est pas tout à fait la stratégie russe et autres. Mais est-ce que vous voyez une stratégie d'approche très offensive menée par les différents pays? Les États-Unis l'ont menée. Est-ce que, au détriment de la France, où maintenant il y a quasiment beaucoup moins je crois qu'il n'y en a même quasiment plus. Ça, c'est la première question. La deuxième porte sur la stratégie militaire. Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il y avait dans les formations de l'OTAN un certain nombre de places réservées pour des officiers africains. De ce que je comprends, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça a un peu basculé plutôt vers une stratégie vis-à-vis du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Est-ce que vous confirmez cela? Et est-ce que, dans le fond, sur la question de la formation des officiers africains, on observe que les places qui leur étaient réservées au sein de l'OTAN n'existent plus et ont été attribuées à d'autres? Et dans ce cas, est-ce que d'autres pays ont pris la relève, c'est-à-dire assurent des formations d'officiers africains? Merci. Qui souhaite commencer, Maxime? Monsieur Guiffard, je vous en prie. Alors, je vais essayer de répondre pour ma part aux deux en même temps, parce que c'est un sujet qui est lié. S'agissant de cette offensive dont vous avez parlé sur les cabinets, mais de manière générale, effectivement, sur l'élite politique, on en a effectivement un peu parlé. Les Américains, on n'a pas parlé des Américains, et c'est vrai que les Américains sont très offensifs dans le domaine. Mais, ça c'est un point important, l'administration Biden a mis en place des nouvelles stratégies, très vocales, fait beaucoup de déplacements et met du poids politique dans cette stratégie. En revanche, met très peu de moyens. Et en fait, ça ne change pas. Donc l'Afrique n'est pas beaucoup plus une priorité à Washington qu'elle ne l'était avant. En revanche, donc l'attractivité, effectivement, dont vous parlez, c'était un peu le débat de tout à l'heure, c'est une attractivité en soi, culturelle, et effectivement, les gens se tournent vers l'anglais. C'est vrai en Afrique subsaharienne, c'est vrai au Maghreb, c'est particulièrement vrai au Maghreb. Au Maroc, les gens, ils apprennent l'anglais, ils apprennent plus bien le français dans leurs études. Et la Turquie, on en a parlé, mène cette politique d'influence vers les élites politiques. Pour ce qui est de la stratégie militaire, je ne saurais pas vous répondre sur la partie otanienne pure et dure. En revanche, la France continue de faire de la formation des officiers, ça c'est certain. Les États-Unis le font beaucoup, mais les États-Unis le font beaucoup parce que plusieurs pays sont, on va dire, empêtrés dans des crises de lutte contre le terrorisme, et donc depuis 10 ou 20 ans sont au contact des Américains, certains des Français ou d'autres, et donc ont une formation très importante. Vous avez dû entendre parler au moment des putschs au Sahel, ici ou là, on se disait, tiens, eux ont été formés par les Américains à un moment de leur carrière, c'est vrai. Les Turcs ont beaucoup investi le champ de la formation. Mais en fait, cette formation donnée par les Turcs, c'est particulièrement vrai en Libye, c'est particulièrement vrai en Somalie, mais a aussi noué un certain nombre d'accords de défense, peut-être une trentaine, avec une trentaine de pays en Afrique, il y a toujours un volet formation. Sauf que la Turquie est une armée formée au standard OTAN, et par exemple, je pense que les Américains sont très contents que ce soit les Turcs qui s'occupent de former un certain nombre de ses partenaires au standard OTAN, sans prendre en compte la dimension d'influence de cette partie de la formation. Et enfin, j'aimerais insister sur un point, parce que c'est lié à votre question et c'est important.
L'EUTM, par exemple, donc la mission de formation qu'il y a eu au Mali des FAMA, a duré très longtemps. Quand vous parlez aux officiers FAMA aujourd'hui, la plupart vous disent que ça n'a pas servi beaucoup. La formation qui a été dispensée par Barkhane a beaucoup plus fonctionné que l'EUTM pour des simples raisons organisationnelles ou parce que c'est une opération européenne. Vous avez des officiers qui ont dit avoir reçu sur l'espace de, je ne sais pas, un mois de formation, une formation avec une quinzaine de pays différents, avec des gens qui parlaient français, d'autres qui ne parlaient pas français, des gens qui étaient formés à tel aspect ou tel aspect. Bref, ça rend les choses extrêmement compliquées, la formation en multi. Donc je sais, pour la partie OTAN, je ne sais pas si ça a lieu. Je ne suis pas certain que ça a un impact quelconque. En termes de formation, le bilatéral, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Maxime Audinet sur ces deux sujets. Extrêmement rapidement, je ne pourrais pas répondre à votre deuxième question, mais sur la question des cabinets ministériels, en tout cas, oui, on a observé une tentative au-delà de cette pénétration des espaces médiatiques et informationnels dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi une tentative effectivement de noyautage dans la sphère politique qu'on a bien vu en RCA, qui en fait objectivement est le lieu où ce noyautage a été le plus poussé, puisqu'on a des conseillers russes qui étaient directement je dirais des conseillers du président Touadéra, avec une capacité d'influence extrêmement forte, avec l'installation aussi, et ça c'est vraiment Wagner, l'installation d'une espèce de proto-usine à troll qu'on appelait le Bureau Information et Communication, qui permettait à la fois, et qui était rattaché à la présidence, coordonné par Wagner, et qui permettait, et d'ailleurs qui existe probablement toujours, hein, peut-être sous une nouvelle forme, c'est assez difficile d'estimer, mais qui permettait à la fois de légitimer Wagner en République centrafricaine et puis dans la région, puisque c'était une espèce de base pour la promotion d'opérations informationnelles, mais aussi qui permettait de légitimer le président Touadéra, son parti politique Mouvement Cœurs Unis, qui a été activé pendant les échéances électorales. Donc on voit très bien comment vous avez une espèce de convergence d'intérêts entre acteurs russes et acteurs locaux. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette idée des acteurs tiers, et qui concerne aussi la sphère politique. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, on l'a vu un petit peu aussi au Burkina, c'est intéressant de voir à quel point, pour un certain nombre d'élites politiques africaines, le fait même d'utiliser dans leur discours politique une volonté de rapprochement et de coopération accrue avec la Russie est un gage pour eux de gains et de capital politique. C'est-à-dire que ça permet à peu de frais finalement d'afficher une opposition à la présence française, et ça permet de tirer un certain nombre de gains. Et ça, c'est un levier par lequel justement les acteurs russes cherchent à s'implanter, à noyauter des structures politiques dans ces pays. Paul Charon, vous avez un mot à dire ? Je crois que le tour de la question a été fait. Je n'ai pas de réponse non plus sur l'OTAN, malheureusement. Je dirais simplement que les Chinois, eux aussi, offrent de nombreuses formations aux officiers africains. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est assez important et ça couvre l'ensemble du continent. Donc ça se substitue pas, bien sûr, parce que la France continue de le faire, d'autres pays européens continuent de le faire, les Américains le font beaucoup, ça a été dit, mais les Chinois y prennent part aussi, et bien évidemment parce que c'est un levier d'influence bien identifié par les Chinois, qui peut se traduire d'ailleurs ensuite par des influences en matière de vente d'armes ou autre. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un enjeu pour les Chinois, même s'ils sont plutôt sur un segment d'armes légères et de qualité, disons, relativement moyenne sur le continent africain. Merci pour le groupe Horizon. Ah, pardon, je vous en prie, Jonathan. Non, pardon, juste une idée complémentaire, parce que ça vient de m'y faire penser, mais il y a une chose qui est quand même importante, c'est qu'il faut quand même faire la distinction entre les officiers qu'on va former et le fait que d'une manière ou d'une autre, ils seront favorables à une politique française ou autre plus tard. Encore une fois, les gens qui ont fait des putschs au Sahel ont tous été formés de près ou de loin par les Français ou les Américains. Donc après, la situation change à un moment T et c'est important. En revanche, ce qui a souvent été souligné dans le débat au moment des putschs, ça a été de dire plus vous avez des gens quelque part formés avec qui vous discutez, plus vous avez une manière de l'anticiper. Et il y a tout un sujet autour de la remontée d'informations, mais pas de l'alignement politique.
Pour la dernière intervention de groupe, pour le groupe Horizon, la parole est à Loïc Kervran et nous aurons 2 questions complémentaires à ce stade. Merci, Monsieur le Président. D'abord, au nom du groupe Horizon, remercier nos 3 intervenants aujourd'hui. Dire aussi que nous ne partageons pas certains propos qui ont pu être tenus par d'autres groupes sur la perte d'influence de la France en Afrique. Nous croyons que la situation est beaucoup plus complexe et que notamment sur l'Afrique non francophone, il se passe aussi des choses où au contraire la France gagne du terrain, et nous pensons, comme sur la colonisation, qu'il faut être vigilant pour ne pas intégrer justement des discours qui se déploient ailleurs dans le cadre d'une vraie stratégie informationnelle. Vos présentations étaient très claires sur chacun de ces acteurs, et donc mes questions, elles se situent plutôt sur les intersections, les hiérarchies, etc. Donc j'ai un premier groupe de questions autour de cette question des hiérarchies. Finalement, entre ces 3 acteurs, lequel est le plus influent, et est-ce qu'il y a des différences d'influence importantes en Afrique, pour remettre tout ça un peu en contexte. Un peu dans la lignée de mon collègue Saint-Toul aussi, par rapport à d'autres acteurs sur le continent, et notamment les États-Unis, est-ce qu'on est sur des influences finalement qui, si on regarde l'ensemble, sont vraiment très faibles et anecdotiques, ou est-ce que on a maintenant, pour les 3 États qu'on a étudiés, des États qui se portent à des niveaux d'influence réellement significatifs? Et puis, M. Giffard l'a bien fait pour la Turquie, en replaçant aussi l'intérêt de l'Afrique pour la Turquie par rapport à d'autres zones du monde, et vous avez cité les Balkans par exemple. Est-ce qu'on peut faire un peu la même chose pour la Chine et la Russie? Ça, c'était la hiérarchie. Les motivations, rapidement. On a pu évoquer dans d'autres auditions que finalement, pour résumer de manière un peu abrupte peut-être, la Russie cherchait plus le chaos ailleurs et la Chine plus la prédation sur place, et tous peut-être l'affermissement de leur pouvoir et de leur légitimité dans leur pays. Est-ce que c'est quelque chose, ou est-ce qu'il y a des différences aussi, d'autres différences plus fondamentales? Et enfin, sur les moyens, moi je suis frappé au Liban par exemple, pour la Turquie, de la présence de la Turquie via des produits très peu chers, notamment dans un contexte d'inflation, et des commerçants. Est-ce que vous l'avez évoqué un petit peu, ça se devinait à travers ce que vous avez dit sur l'exportation, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est fort aussi en Afrique? Et est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, la Chine utilise, parce qu'on se dit qu'elle a aussi cette capacité-là? Je vous remercie. On peut commencer par la Turquie, si vous le souhaitez, Jonathan Giffard. Pour répondre sur la hiérarchie, je ne prétendrai pas hiérarchiser. Enfin, moi, je vais pas le faire, mais très clairement, actuellement, si vous parlez de dynamique politique, pour moi, la dynamique politique, la Russie est très largement devant par rapport à la Turquie. Et de manière générale, sur l'empreinte en termes économiques, la Chine est tout à fait devant par rapport à la Turquie. C'est important de l'avoir. C'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure que ce qui les distingue en revanche, c'est que la Turquie est la seule à pouvoir jouer la carte de l'islam et de la culture. Et ça, c'est important parce que c'est plus subtil, c'est plus pérenne et c'est plus stable. De manière générale, ce sera des imams turcs qui viendront faire des dons pendant l'Aïd. Ça ne sera pas des Chinois ou des Russes. Bon, ça structure des pays entiers, donc c'est quand même important. Sur un autre point quand même de tension qui existe, c'est sur les théâtres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la connivence et de cette espèce de compétition par la coopération entre Erdogan et Poutine. Il y a un aspect coopération et un aspect compétition. Et la Libye, c'est un terrain de compétition très fort, où ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, ne prend l'avantage d'une manière ou d'une autre. C'est un point important parce qu'effectivement, il y a plusieurs endroits où vous allez observer réapparaître cette compétition. Et quand ça les arrange, les Turcs, ils sont très proches des Russes dans leur discours. Et quand ça les arrange, les Turcs, c'est le bouclier de l'OTAN. Et ça marche à peu près tout le temps pour eux. Donc ça, c'est important. Pour les motivations, j'en ai parlé, je laisserai mes collègues parler pour eux. Pour les moyens, oui, vous avez raison. Et c'est pour ça que je parlais d'économie d'export. C'est important de garder ça en tête. La Chine la première, mais la France, tous les pays pensent aussi à l'exportation de leurs produits. Eux se positionnent sur des gammes importantes d'exportation de produits manufacturés, beaucoup de produits de consommation courante. Et pour bien comprendre, il faut le voir qu'avant la crise économique de 2018, en gros, toute la
croissance de la Turquie entre 2001, 2002, et sur le plan économique, j'entends, et 2018, avant que ça se crache, c'est une économie qui est au centre des chaînes d'approvisionnement, donc qui prend que des produits qui les transforme, qui a une base industrielle très importante et qui les exporte en Europe. Bon, comme maintenant il y a un problème, ils veulent, produire plus, même de produits de faible valeur ajoutée, et les exporter. Sauf que c'est plus simple, du coup, de les exporter en Afrique qu'en Europe, parce que la compétition n'est pas la même. Donc oui, et cette présence, je pense que c'est vraiment important de le noter, parce que c'est un peu le cliché des machines à laver allemandes un peu partout pendant longtemps, mais c'est un peu la même chose. Quelque part, dans les cuisines, partout, vous avez du Arçelik. Arçelik, c'est l'équivalent de Bosch, si je ne me trompe pas, turc, effectivement. Très bien, Paul Charon pour la Chine. Oui, merci. Alors, sur la hiérarchie, je crois que je suis assez d'accord. Sans doute, la Chine domine très largement sur le plan économique, à la fois les acteurs russes et les acteurs turcs. C'est évident et c'est lié déjà à leur très forte présence économique sur le continent africain et puis à l'étendue de leurs moyens. Alors, ça pourrait changer dans les années à venir. On voit déjà une inflexion des programmes qui intègrent les routes de la soie, la BRI. On voit qu'il y a une diminution des investissements chinois, il y a un retrait sur un certain nombre de projets. Le continent africain sera impacté également. Mais malgré ça, on est à des années-lumière de ce que peuvent faire les Russes ou les Turcs. Donc, bien évidemment, sur le plan économique, ils dominent très largement. Pour le reste, la présence chinoise est, somme toute, modérée. Enfin, sur le plan sécuritaire, si on exclut la base de Djibouti, c'est très faible. Il y a quelques SMP chinoises, mais qui font exclusivement du gardiennage de sociétés chinoises. Pour l'instant, c'est surtout ça. Il y a toujours une volonté d'ouvrir une base à l'ouest, potentiellement, ou pas ? Il y a plusieurs projets qui sont prêtés à la Chine, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments de preuve forts qui permettraient de confirmer cette hypothèse. Il y a d'autres hypothèses en océan Indien, dans l'océan Pacifique. Donc on verra, mais ça fait partie, bien évidemment, des projets à moyen terme. Sur le plan informationnel, ils font des efforts importants, mais ils sont encore derrière les capacités russes, sans doute parce qu'ils comprennent moins bien les écosystèmes locaux, ce qui fait qu'ils insistent beaucoup sur ce qui se passe en Chine, sur leur réussite, sur le fait de développer, de proposer une image positive de la Chine, mais qui sont moins capables d'instrumentaliser les problématiques locales. Ils le font de plus en plus, mais ils ont pas atteint la capacité des Russes en la matière. Par ailleurs, il faut souligner peut-être, et ça on le fait pas assez souvent, Maxime l'a dit pour la Russie, c'est vrai pour la Chine aussi, on n'a pas affaire à un seul acteur. On se représente souvent les régimes autoritaires comme des régimes extrêmement centralisés, où il y a un seul acteur, où même s'ils sont plusieurs, ils sont très disciplinés et obéissent aux ordres qui viennent du pouvoir central. La Chine ne fonctionne absolument pas comme ça. Déjà, il y a une multitude d'acteurs avec des redondances multiples. Pour une politique publique, vous allez avoir parfois 15, 20, 30 agences susceptibles d'intervenir dans ce champ-là. Et elles sont en compétition les unes avec les autres. Il n'y a pas du tout de coordination sur le terrain. Et c'est parfois le chaos. Donc, dans le cas chinois, c'est très, très frappant. Sur le plan informationnel, c'est évident. Et c'est vrai dans d'autres champs aussi. Et c'est vrai aussi sur le champ économique. C'est-à-dire que la domination économique aujourd'hui de la Chine en Afrique, elle est palliée à un vaste plan préparé à Pékin et mis en œuvre sur le terrain par des acteurs disciplinés. C'est essentiellement des entrepreneurs, des petits entrepreneurs d'abord, privés, qui ont conquis le terrain. Et c'est cette présence ensuite qui est instrumentalisée par le parti et les agences gouvernementales. L'influence, alors est-ce qu'elle est anecdotique? Vaste question. On manque d'études sérieuses sur les réceptions des opérations d'influence. Il y a quelques études qui soulignent que les médias officiels chinois en Afrique sont peu regardés, peu écoutés, peu lus, mais quand ils le sont, ça a un effet sur l'audience. Donc un effet positif sur l'image perçue de la Chine. Alors,
Après, il faut toujours prendre ça avec précaution, parce que est-ce que les gens qui consultent ces médias avaient déjà une image positive de la Chine, ou est-ce que c'est parce qu'ils regardent les médias qu'ils ont une meilleure image de la Chine que les autres? On ne sait pas trop. Là où c'est plus difficile aussi, c'est qu'il y a les médias officiels d'un côté, mais il y a tout le reste. Les faux comptes, les campagnes clandestines, beaucoup plus sophistiquées, etc. Donc là, on a beaucoup plus de mal à mesurer l'influence, mais qui peut être loin d'être négligeable. L'Afrique pour la Chine, c'est important et ça ne l'est pas en même temps. Si vous représentez les intérêts de la Chine comme une succession de cercles concentriques à partir de la Chine, forcément l'Afrique c'est loin. Ça compte moins que l'environnement direct de la Chine. C'est moins important que Taïwan, c'est moins important que la péninsule coréenne, que le Japon, que la mer de Chine méridionale, même que la présence américaine dans le Pacifique à proximité de la Chine. Moins important peut-être même que l'océan Indien ou l'Asie centrale. Et c'est seulement après qu'arrive l'Afrique. Donc si on garde ça à l'esprit, oui, l'Afrique c'est important pour tout un tas de raisons. Parce qu'il y a de plus en plus de citoyens chinois en Afrique, donc il faut être capable de les protéger. Les Chinois ont été traumatisés par les printemps arabes et leur incapacité à évacuer correctement leurs ressortissants de Libye notamment. Donc protection des citoyens chinois, légitimité de la Chine, non seulement du régime, mais aussi en tant qu'acteur international. D'où le choix de Djibouti. Djibouti, ça a un intérêt logistique, pratique, soutien aux opérations de lutte contre la piraterie, possibilité d'intervenir en cas de crise humanitaire, etc. Mais c'est aussi être dans la cour des grands, avoir une base là où sont aussi implantés les Américains, les Français, les Italiens, les Japonais. Donc le symbole est puissant aussi, de ce point de vue-là. Les intérêts économiques, bien évidemment, prégnants, énergétiques, miniers, tout ça compte beaucoup pour les Chinois, bien sûr. Et on pourrait ajouter l'instrumentalisation des États africains à l'ONU quand il s'agit de faire voter en soutien de la Chine. On l'a vu par exemple dans le cas de l'Ukraine, où la Russie et la Chine ont œuvré pour que les États africains, au minimum, s'abstiennent ou refusent les sanctions contre la Russie. Est-ce qu'il y a une prédation? Oui et non. Enfin, c'est toujours pareil. C'est pas forcément. La Chine n'arrive pas en Afrique en se disant qu'elle va avoir une attitude de prédateur. Mais par contre, ils font du business et parfois ça a des conséquences négatives sur les acteurs locaux. D'autant que les Chinois ont tendance, c'est très bien documenté, donc je ne m'étends pas là-dessus, mais ont tendance à proposer des packs complets aux acteurs locaux. Donc il y a un projet d'infrastructure qui est signé avec un État africain. Ça implique que c'est des sociétés chinoises qui vont participer ou assurer la construction de ces infrastructures, avec des ouvriers chinois qui viennent, s'installent là, ont assez peu de contact avec les sociétés locales, etc. Bon, tout ça, c'est assez bien documenté. Ce qui peut donner le sentiment d'une prédation un petit peu plus prononcée. Et puis les moyens, oui, donc ils inondent les marchés africains de produits peu chers, à très bas coût, et les marchés locaux sont incapables les producteurs locaux sont incapables de rivaliser. Et là, pareil, c'est pas forcément une stratégie pour laminer ces sociétés ou prendre le contrôle des pouvoirs politiques, mais c'est simplement une stratégie commerciale qui fonctionne, comme elle a fonctionné ailleurs d'ailleurs. Et enfin, Maxime Audinet. Oui, alors, pour votre première question, je rejoins ce qu'ont dit mes collègues. Effectivement, il y a une dynamique du côté de la Russie. On sait que l'influence, elle passe énormément aussi par, je dirais, des ressources symboliques, immatérielles. On agit sur les perceptions. C'est bien ça le cœur du sujet. Et très clairement, il y a une capacité absolument extraordinaire des acteurs russes, et notamment de Wagner, à faire parler de soi. Ce qui est assez fondamental. L'une des incarnations de ça, c'est ces drapeaux russes qu'on voit brandir, alors soit pour des raisons, soit de manière, je dirais, authentique, soit parfois de manière inauthentique. C'est-à-dire, on sait bien qu'il y a eu aussi des campagnes financées de certains là. Mais le fait est qu'il y a quelque chose de magnétique
dans ces symboles de la présence russe dans un certain nombre de pays, où dès qu'un drapeau est brandi dans une manifestation, quand bien même le sujet de la manifestation n'a rien à voir avec la présence russe, eh bien, ce drapeau devient une espèce d'appôt. On voit des photographies de drapeaux russes fleurir sur toutes les journaux internationaux, etc. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment très incarné par Prigojine, qui était quelqu'un qui avait une obsession de capital, une obsession d'engendrer du capital symbolique justement et politique, une obsession de faire parler de soi, ce qui d'ailleurs est aussi un élément qui va devoir nous interroger aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que ces acteurs officiels, dont on sait qu'ils préfèrent souvent agir de manière beaucoup plus clandestine ou semi-clandestine, ou en tout cas de manière plus tamisée, disons, est-ce qu'ils vont avoir aussi ce genre de volonté de faire parler d'eux-mêmes, etc. Bon, ce qu'on a vu encore une fois à Kidal avec Wagner, qui a fait hisser un drapeau de Wagner sur le fort de Kidal, etc. Donc là aussi, on a vraiment des opérations de communication de ce point de vue qui sont assez différenciées. Je voudrais quand même remettre un petit peu aussi en perspective cette présence russe. Bon, on a parlé de l'aspect économique, sans être un nain. La Russie n'est pas un nain économique, mais aujourd'hui, on est autour de 20 milliards de volume d'échange. Dans le cas de la Chine, je crois, on est autour de 250 milliards, peut-être même plus, visiblement. Donc voilà. Et puis, dans le champ informationnel aussi, pour parler de nos fleurons nationaux, RFI et France 24, qui alors certes ne sont pas des médias d'État, ce sont des médias de services publics internationaux, c'est une différence fondamentale, mais RFI et France 24 sont incommensurablement plus écoutés, lus et vus en Afrique subsaharienne que ne le sont RT et Sputnik aujourd'hui, quand bien même on a une dynamique d'expansion, mais qui est beaucoup moins importante que ces médias. Quant aux motivations, et je m'arrête là, je crois que c'est intéressant, au-delà évidemment des objectifs d'affaiblissement de la présence occidentale, d'obtenir des soutiens aussi de la part d'un certain nombre d'États pour voter à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense au Mali, par exemple, qui est passé d'un vote... d'une abstention à un vote contre justement les résolutions visant à condamner l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Donc ça en fait partie. Mais justement, vous parliez du chaos ailleurs. Ce qui est intéressant dans le cadre de l'Afrique subsaharienne, c'est que contrairement à ce qu'ils ont pu faire, ou ce qu'ils continuent à faire d'ailleurs en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux, là au contraire, l'idée c'est de fournir une offre de stabilité. Ce qui d'ailleurs, la stabilité, alors quand bien même c'est pas le cas au Mali, c'est absolument pas stable, mais le fait est que dans ce discours et dans cette offre politico-sécuritaire informationnelle qui est offerte par les acteurs russes, il y a un discours sur la stabilité qui est un discours extrêmement présent aussi en interne. Vladimir Poutine a fondé sa légitimité en partie sur cette exigence de stabilité qui cherche aujourd'hui à vendre à un certain nombre de pays qui sont en proie justement à de très fortes instabilités. Voilà, donc ça c'est important aussi de comprendre qu'il y a une capacité d'adaptation, d'une très forte élasticité de ces récits et des offres politiques russes vis-à-vis des publics qu'ils ciblent. Ça c'est fondamental. Très bien, je vous propose de prendre les deux dernières questions en commun pour que vous puissiez à la fois avoir quelques minutes pour répondre et conclure. La parole est à Jacqueline Maquet. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos différents exposés très éclairants. Compte tenu de l'expansion rapide des activités géopolitiques de la Russie, de la Chine et de la Turquie en Afrique, notamment à travers des investissements économiques substantiels, des alliances militaires et des initiatives culturelles, comment voyez-vous l'évolution de l'influence française sur le continent, bien que vous ayez déjà bien répondu sur ce sujet. En analysant les stratégies multiditionnelles de ces nations, quelles seraient selon vous les approches les plus efficaces pour la France afin de préserver ses intérêts économiques, politiques et culturels? En Afrique, pourriez-vous également discuter des implications à long terme de la présence renforcée de ces acteurs sur la stabilité régionale et sur les relations franco-africaines en tenant compte des héritages historiques et des dynamiques actuelles? Il n'y a pas de choix pour les intervenants. Je crois que la question s'adresse à tous les trois. En plus, les trois auront l'occasion de répondre. La parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, merci pour votre expertise. Je ne vais pas vous reposer la question de votre avis sur les mesures qui ont été adoptées via le projet de loi immigration, vous l'avez déjà fait, mais bien sur les conséquences de ces mesures dans nos partenariats humains.
France Université, garant privilégié des liens qui nous unissent aux pays d'Afrique, a rappelé, à travers ses chefs d'établissement, son opposition farouche à des mesures validées hier soir portant une atteinte grave, selon leur dire, à nos traditions d'ouverture. Vous avez évoqué la caution retour, le risque de n'accueillir que des étudiants riches, l'élite et non plus la masse, qui sont contraires aux liens traditionnels qui nous unissent. Il y a aussi l'adoption d'un autre amendement visant à mieux encadrer la délivrance d'une carte de séjour pour un étudiant, prévoyant de conditionner au caractère sérieux de ses études. Alors ma question est la suivante. Considérant les conditions d'accès à l'université française restreintes et dans un climat ambiant de rejet de la présence française en Afrique, comment et dans quel domaine faire perdurer les liens ? Concrètement, dans le contexte, en quoi un État africain serait-il plus enclin à favoriser une coopération avec la France et plus globalement accepter l'aide de l'Agence française du développement plutôt qu'une autre ? Je vous remercie. Merci à toutes les deux pour ces questions. Messieurs, il nous reste 6 minutes. Vous êtes 3, vous avez donc 2 minutes chacun. Qui veut commencer ? Jonathan Guiffard ? Alors, je vais essayer d'être rapide. Pour l'évolution française sur le continent, je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses, et notamment plusieurs zones. Dans les pays d'Afrique anglophone, l'influence française sera en expansion, et notamment à partir du moment où le choix est désormais d'axer sur de la coopération économique et de la coopération culturelle. Il y a une envie de ces pays-là, et elle s'observe, très clairement, elle s'observe. Pour ce qui est de l'Afrique francophone, je pense que les partenaires qui travaillent avec la France, toujours, sont à la fois contents de travailler avec la France et se sentent fragiles sur le plan politique. Donc je vais poser ces 2 points-là. Si vous parliez de l'avenir proche, il faut regarder de manière très très proche la situation au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Ces 3 endroits où le compétiteur russe met des moyens dès à présent pour questionner la présence occidentale et française. Donc c'est là où il se passera des choses de manière très proche. Sur le long terme, j'ai tendance à croire que pour ce qui est de la présence turque et chinoise, ça ne va pas changer à ce qui se passe depuis 20 ans, c'est-à-dire que c'est une présence continue. Et il va falloir, comme toute relation internationale, il va falloir nous-mêmes, France, entre guillemets, ou Européens, se montrer compétitifs. Et d'ailleurs, j'insiste sur le sujet européen, parce que c'est aussi une manière peut-être de sortir du sujet stricto franco-africain et de reprendre un peu de champ. Les Européens sont très motivés pour aller sur différents champs, qu'ils soient militaires, économiques, culturels. Il faut les accompagner, je pense, et il faut le faire avec eux. Et donc ça relie un peu à votre deuxième question. Moi, il me semble que le domaine économique est extrêmement important et le domaine culturel l'est tout autant. Et le domaine économique, je dirais même, élargir, on parlait des produits manufacturés, mais c'est-à-dire sortir strictement des grandes entreprises françaises qui n'ont pas besoin du gouvernement pour gagner des marchés sur place et qui sont très bien installés, mais plutôt aider les PME notamment à aller sur un terrain qu'ils connaissent extrêmement peu et pour lesquels ils ont des images caricaturales. Et ça me paraît important. Donc il y a plusieurs secteurs, et notamment le secteur de l'agriculture, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais qui est un secteur fondamental pour l'Afrique de l'Ouest et pour lequel l'investissement, qu'il soit public ou privé, est encore trop peu important. Merci. La parole est à Paul Charon. Merci. Je serai bref puisque je rejoins tout à fait ce que Jonathan vient de dire. J'ajouterais que sans doute il y a un effort, Maxime a mentionné France 24, RFI tout à l'heure. Je crois qu'on a là des joyaux qui sont sans doute pas assez soutenus, qui disposent de très peu de moyens et qui pourraient en avoir bien plus, et ce qui serait bien évidemment favorable au moins à stabiliser l'image de la France, voire à la renforcer et surtout à offrir des moyens pour les populations locales de s'informer ailleurs que via les médias, officiels ou non, russes, chinois ou turcs, puisque les Turcs sont quand même aussi actifs sur le plan informationnel. Donc je crois qu'on a là un levier qui est très important.
Et je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'on ne mobilise pas assez en France le niveau européen. Et c'est un niveau qui a énormément d'intérêt pour nous, parce que ça permet déjà de disposer de plus de moyens, de coordonner un certain nombre, disons, de moyens épars, et puis parce que ça peut permettre d'éteindre un certain nombre de critiques que nos compétiteurs peuvent nous adresser dans les actions menées en Afrique. Donc je crois que là, il y a un effet de levier qu'on pourrait exploiter. Merci. Merci. Maxime Audinet pour terminer. Oui, alors peut-être d'abord sur la deuxième question, c'est vrai que j'ai en partie répondu à cette question tout à l'heure, mais c'est clair que, voilà, je le répète, c'est un signal négatif qui est envoyé très clairement du point de vue de cette attractivité de notre système d'enseignement supérieur et de la recherche aussi, vis-à-vis de l'étranger. C'est aussi quelque chose qui pourrait être exploité par justement nos compétiteurs, quand bien même il faut quand même rappeler que voilà, la Russie est un pays qui est beaucoup moins attractif, en tout cas vis-à-vis des étudiants africains. Elle attire beaucoup d'étudiants issus de l'espace post-soviétique, mais vis-à-vis des étudiants africains, elle est beaucoup moins attractive encore que la France, et c'est tout à notre honneur. Et sur la deuxième question, alors c'est une question très vaste, peut-être moi je vais me concentrer sur, je pense que cette politique vis-à-vis de l'Afrique, elle doit être aussi articulée avec justement cette stratégie nationale d'influence qui a été appelée de ses voeux par le gouvernement. Je crois que de ce point de vue-là, si je peux juste dire quelque chose pour conclure, c'est que je pense qu'il faut, dans ce domaine-là, disons, s'adosser à tout un corps aussi éthique dans le domaine de l'influence informationnelle qui est vraiment fondamentale. De la même manière qu'il y a une éthique de la guerre, il doit y avoir aussi une éthique de la lutte informationnelle et de la guerre informationnelle. Il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir, il y a des pratiques qu'il ne faut surtout pas utiliser. Ça vaut évidemment pour la désinformation. Recourir à la désinformation de manière systématique et désinhibée lorsque vous êtes une démocratie libérale, vous pouvez être à peu près sûr que, au mieux, vous prenez un risque politique considérable, au pire, le retour de boomerang va être extrêmement fort, violent, ce qui n'est pas le cas pour des régimes autoritaires qui n'engagent pas leurs responsabilités politiques dans ce genre d'action. Mais ça vaut aussi effectivement pour la sphère de l'influence médiatique plus largement, c'est-à-dire que je pense qu'il faut bien comprendre que, pour revenir à RFI et France 24, qui sont un atout majeur de l'influence française en Afrique subsaharienne, en fait, ce sont vraiment des instruments de ce qu'on appelle la diplomatie publique, c'est-à-dire aussi des médias qui ne servent pas évidemment à promouvoir des récits produits par le gouvernement français ni à légitimer la présence officielle de la France, mais bien à promouvoir la France en tant que nation, un certain nombre de positions, de valeurs, de ressources culturelles. Je pense par exemple, on n'en a pas parlé, mais à tout le réseau des alliances françaises, des instituts français qui participent aussi à ce rayonnement de la présence française et présence française au sens le plus large possible. Voilà. Ça, c'est assez fondamental et ça doit être évidemment intégré. Bien. Merci à tous les trois pour cette audition passionnante et très éclairante et pour votre travail au quotidien également sur ces sujets-là. Bien entendu, on peut conserver des contacts en dehors de cette audition pour creuser l'ensemble de ces sujets. Mes chers collègues, je vous propose de nous retrouver dans 5 minutes pour l'audition des acteurs du renseignement, toujours sur ce même sujet. À tout de suite.